Un suiveur m'a partagé cette expérience il y a quelques mois, me demandant de l'appeler simplement Rodrigo. Il m'a écrit depuis une zone rurale, et ce qu'il a vécu reste inexpliqué. Si jamais vous avez ressenti que vous avez fait un pacte dont vous ne pouvez pas vous échapper, ou si vous connaissez des histoires de votre village que personne n'ose raconter à voix haute, partagez-les avec moi dans les commentaires. Ces histoires méritent d'être entendues. Rodrigo avait 17 ans lorsque son grand-père est mort et lui a laissé une ferme en héritage. C'était une belle propriété, fertile, avec un vieux puits qui ne se tarissait jamais. Mais le grand-père lui a aussi laissé un avertissement. Et Rodrigo, comme tant de jeunes, pensait que les superstitions des vieux ne s'appliquaient pas à lui. Voici son histoire. Mon grand-père est mort un mardi de novembre. J'avais 17 ans et j'étais son unique petit-fils. Mes parents étaient morts dans un accident quand j'avais 5 ans, et il m'avait élevé dans sa ferme, loin de la ville, loin de tout. C'était un homme dur de peu de mots, qui sentait la terre et le tabac, et qui avait un regard qui semblait voir au-delà de le visible. La nuit avant de mourir, il m'a appelé dans sa chambre. Il était au lit, émacié, respirant avec difficulté. Le cancer l'avait consumé en quelques mois. « Rodrigo, dit-il d'une voix rauque, je dois te dire quelque chose d'important à propos de la ferme. Grand-père, repose-toi, nous en parlerons demain. Il n'y aura pas de demain pour moi, garçon, et cela ne peut pas attendre. » Il toussa, son corps tremblant. Cette terre est spéciale, elle a toujours été fertile, elle a toujours donné de bons fruits. T'es-tu demandé pourquoi? Parce que c'est une bonne terre. Non, c'est parce qu'il y a longtemps, mon grand-père, ton arrière-grand-père, a fait un marché. Je me suis assis au bord du lit. Quel genre de marché? Un accord avec quelque chose qui vit dans le puits, quelque chose de vieux, quelque chose qui était ici avant nous. Il a promis que notre famille prendrait soin de la terre, que nous respecterions certaines limites, que nous suivrions certaines règles, et en échange, la terre nous donnerait toujours ce dont nous avions besoin. Je pensais que le cancer avait affecté son cerveau. Grand-père, écoute-moi. Sa main froide et osseuse saisit mon poignet avec une force surprenante. Il y a 3 règles. Tu ne dois jamais les enfreindre. Première, ne jette jamais rien dans le puits. Deuxième, tous les premiers du mois, laisse une offrande près du bord du puits à l'aube. Troisième, si quelque chose sort du puits, ne le regarde pas dans les yeux. Quel type d'offrande? De la nourriture, du pain frais, des fruits, du miel, tout ce qui est fait à la main, avec intention. L'important est la constance. Et que se passe-t-il si je brise les règles? Sa prise se resserra jusqu'à faire mal. Alors le pacte est rompu, et ce qui vit dans le puits exigera son dû, de la seule manière qu'il connaît. Qu'est-ce qui vit là-dedans? Je ne sais pas exactement, mon grand-père ne me l'a jamais dit, il m'a juste averti, comme je t'avertis. Suis les règles, Rodrigo, s'il te plaît, c'est la seule chose que je te demande. Il est mort cette nuit-là, dans son sommeil, avec mes mots de promesse flottant encore dans l'air. Les funérailles étaient petites, peu de voisins du village voisin, quelques connaissances de la foire aux bestiaux. Tous disaient la même chose, que mon grand-père avait été un homme bon, un bon voisin, que la terre allait lui manquer. J'ai hérité de la ferme entière, 50 hectares de terre fertile, une grande maison en bois, une grange, des enclos, et le puits. Le puits était au centre de la propriété, sous un vieil arbre aux branches tordues. Il était en pierre, profond, avec un couronnement usé par des générations d'utilisation. Quand on regardait en bas, on ne voyait que l'obscurité, et si on jetait une pierre, le son de l'impact dans l'eau mettait longtemps à arriver. Pendant les premières semaines, j'ai suivi les règles sans les remettre en question. Chaque premier jour du mois, je laissais un panier avec du pain, des fruits, parfois du miel ou du fromage. Le lendemain, le panier était vide. Les animaux, pensais-je, ou le vent. Mais la terre produisait incroyablement bien. Les cultures poussaient plus vite et plus abondantes que dans les fermes voisines. Les poules pondaient le double d'œufs. Les vaches donnaient plus de lait. C'était comme si la terre elle-même était reconnaissante. « Tu as de la chance avec cette ferme », me dit don Fermine, un voisin âgé, lorsque je l'ai visité dans le village. Ton grand-père l'avait aussi. Bonne terre. Savez-vous quelque chose sur le puits, sur ma propriété? Son expression a changé. Le vieux puits? Oui, je le connais. Tout le village le connaît. Que savez-vous à son sujet? Je sais qu'il est plus vieux que le village lui-même. Je sais qu'il est là depuis avant l'arrivée des Espagnols. Et je sais que ta famille a toujours été très prudente avec lui. » « Mon grand-père m'a laissé des instructions sur certaines règles.
Don Fermín hocha lentement la tête. Alors tu sais déjà ce que tu as besoin de savoir. Mon conseil, suis ces règles. Ton grand-père était un homme sage. C'est tout ce qu'il a dit. Les mois passèrent. Je m'adaptais à la vie à la ferme. C'était un travail dur mais satisfaisant. Et les règles du puits devinrent une routine. J'avais presque oublié pourquoi je les suivais. Jusqu'à ce que je rencontre Daniela. Elle est arrivée au village en tant qu'enseignante à l'école rurale. Elle avait mon âge, fraîchement diplômée de l'université en ville, pleine d'idées modernes et de scepticisme envers les superstitions rurales. Nous sommes devenus amis, puis quelque chose de plus. Un samedi, je l'ai invitée à découvrir la ferme. Je lui ai montré tout, les champs, les animaux, la maison. Elle était impressionnée. C'est magnifique, Rodrigo. Tu pourrais faire tant de choses ici. Moderniser, élargir. J'aime comme c'est. Mais tu pourrais avoir le triple de production, avec des techniques modernes, des systèmes d'irrigation. Je n'ai pas besoin de plus. La terre me donne ce dont j'ai besoin. Nous sommes arrivés au puits. Daniela s'est penchée, curieuse. Qu'est-ce que c'est profond? Ça s'utilise encore? Non, nous avons un système d'eau plus moderne. Alors pourquoi ne le couvres-tu pas? C'est dangereux de le laisser ouvert. J'ai ressenti un frisson. Je préfère le laisser tel quel. Pourquoi? Superstition? Je n'ai pas répondu. Elle a ri. Rodrigo, ne me dis pas que tu crois à ces choses. Tu es jeune, éduqué. Tu ne peux pas vivre attaché aux croyances de ton grand-père. Ce ne sont pas que des croyances. Il y a des raisons. Quelles raisons? Montre-les-moi. Je ne pouvais pas, parce que je n'avais pas de preuves. Juste la parole d'un homme mort et une sensation dans mon estomac qui me disait que je ne devais pas ignorer les avertissements. Daniela a commencé à me rendre visite régulièrement. Et à chaque fois, elle remettait en question les vieilles coutumes. Pourquoi laisses-tu de la nourriture près du puits chaque mois? C'est du gâchis. C'est une tradition. C'est idiot. Tu pourrais donner cette nourriture à des gens qui en ont besoin. J'ai commencé à douter. Elle avait raison, non? C'était le 21e siècle. Quel sens cela avait-il de continuer des rituels sans fondement? Puis décembre est arrivé. Le 1er décembre, spécifiquement. Je me suis réveillé tard. Daniela était restée dormir, et la matinée s'est écoulée en conversation et en projets. Quand je me suis souvenu de l'offrande, il était déjà midi. Tu es en retard pour ton rituel, a plaisanté Daniela. Je vais préparer quelque chose maintenant. Pourquoi faire? Qui va le remarquer? Ton puits magique? Je me suis arrêté. Elle avait raison. C'était ridicule. Que se passerait-il vraiment si je sautais un mois? J'ai décidé d'attendre, de voir ce qui se passait. Il ne s'est rien passé. Ce jour-là a été complètement normal. Et le suivant, et le suivant. Tu vois, a dit Daniela, il n'y a pas de conséquences. Ce ne sont que des superstitions. Je me suis senti idiot d'avoir suivi les règles si religieusement pendant des mois. Mais au cours de la 2e semaine, les choses ont commencé à changer. Les poules ont cessé de pondre des œufs. Soudainement, du jour au lendemain, j'ai tout vérifié. Leur alimentation, leur santé, les conditions du poulailler. Tout allait bien, mais elles ne pondaient pas d'œufs. Puis les plantes ont commencé à se flétrir. Pas toutes, juste quelques-unes. Des taches aléatoires dans mes champs, où les plantes devenaient brunes et mouraient, comme si quelque chose drainait la vie du sol. C'est juste de la malchance, a dit Daniela. Ça arrive dans toutes les fermes. Mais je savais que ce n'était pas normal. Pas sur cette terre. Cette terre avait toujours été différente. Une nuit, 2 semaines après avoir sauté l'offrande, j'ai entendu quelque chose. J'étais au lit quand je l'ai entendu. Un bruit venant de l'extérieur, comme quelque chose qui se traînait, quelque chose de lourd se déplaçant lentement sur la terre. Je me suis levé et j'ai regardé par la fenêtre. À la lumière de la lune, je pouvais voir le puits, et quelque chose à côté de lui. Une silhouette, sombre, se déplaçant autour du bord du puits. Trop grande pour être un animal, trop étrange pour être humaine. J'ai pris ma lampe de poche et je suis sorti sur le porche. De là, j'ai éclairé le puits. La silhouette était partie, mais il y avait quelque chose sur le bord du puits. Quelque chose qui brillait humide sous la lumière de la lampe. J'ai attendu jusqu'à l'aube pour m'approcher. C'était de l'argile sombre et collante, comme si quelque chose était sorti du puits et s'était appuyé sur le bord, laissant des marques qui ne semblaient pas être des mains humaines. Je l'ai raconté à Daniela. Elle a dit que c'était probablement un animal, un sanglier peut-être, cherchant de l'eau. Mais je savais la vérité. J'avais rompu le pacte, et quelque chose répondait.
Cette nuit-là, j'ai préparé une offrande, le double de l'ordinaire. Du pain fraîchement cuit, des fruits frais, du miel de mes propres ruches. Je l'ai laissé près du puits avant l'aube. « Excuse-moi », murmurait dans l'obscurité du puits. Je ne savais pas. Je pensais que « excuse-moi ». Il n'y eut pas de réponse, juste le silence profond qui émanait de ces eaux sombres. Le lendemain, l'offrande avait disparu, mais les problèmes ont continué. Plus de plantes sont mortes. Une de mes vaches est tombée mystérieusement malade, et chaque nuit, j'entendais ce bruit. Quelque chose traînant dehors, quelque chose se déplaçant autour de la ferme. « Tu es paranoïaque », dit Daniela. « Tu as besoin de dormir plus, le stress de la ferme t'affecte. » Mais une nuit, elle l'a aussi entendu. Nous étions au lit quand cela a commencé. Ce bruit de traînée, plus près cette fois, juste devant la maison. Daniela s'est redressée. « Qu'est-ce que c'est ? » « Reste ici, dis-je, prenant ma lampe de poche et mon fusil. Je sortis sur le porche. Le bruit venait du côté de la maison. Je me déplaçais lentement, éclairant, et je l'ai vu, pas complètement. Juste une partie, une extrémité, longue, tordue, couverte de quelque chose qui pourrait être de l'argile ou pourrait être de la peau humide. Elle se déplaçait en rampant, laissant une traînée brillante. J'ai pointé la lampe de poche directement vers elle. L'extrémité s'est arrêtée, puis, lentement, elle a commencé à reculer, vers le puits. Je ne l'ai pas suivie. Daniela était pâle quand je suis revenu à l'intérieur. Qu'est-ce que c'était ? Je ne sais pas. Rodrigo, ce n'est pas normal. Nous devrions appeler quelqu'un. La police. Ah, et que leur dirons-nous ? Qu'il y a quelque chose dans mon puits, que j'ai fait un marché et que je l'ai rompu ? Alors, que faisons-nous ? Je suis les règles. Toi ? Peut-être devrais-tu partir un moment. Il est parti le lendemain matin. Je suis resté, parce que c'était ma responsabilité, mon héritage, mon erreur. J'ai continué à faire des offrandes, chaque premier jour du mois, religieusement. Mais le mal était fait. J'avais rompu le pacte, et ceux qui vivaient dans le puits ne semblaient pas prêts à pardonner facilement. Les visites nocturnes ont continué, de plus en plus fréquentes, de plus en plus audacieuses. Une nuit, j'ai trouvé des marques sur la porte de ma maison, des griffures profondes dans le bois, comme si quelque chose avait essayé d'entrer. Une autre nuit, toutes mes poules se sont réveillées mortes, sans marque visible, juste mortes, étendues dans le poulailler, comme si quelque chose leur avait aspiré la vie. Don Fermine est venu me rendre visite quand la nouvelle s'est répandue dans le village. « Tu l'as rompu, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé sans préambule. « Le pacte. » J'ai hoché la tête, gêné. Pourquoi ? Je pensais que ce n'était pas réel, que ce n'était que des superstitions. Il a soupiré. Ton grand-père t'a averti, n'est-ce pas ? Oui. Et pourtant, j'ai été un idiot. Oui, tu l'étais. Il enleva son chapeau et le tint entre ses mains. Mon père m'a raconté des histoires sur ce puits, sur ce qui y vit. Il a dit que c'est ancien, plus ancien que la mémoire. Que les indigènes qui vivaient ici avant la conquête le connaissaient déjà. Ils avaient déjà leurs propres accords avec lui. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Personne ne le sait vraiment. Certains disent que c'est un esprit de la terre, d'autres que c'est quelque chose qui vient de très bas, des profondeurs. La seule chose que je sais, c'est qu'il se nourrit d'énergie, de vie, et que si tu lui donnes ce qu'il veut, de manière à respecter, il te rendra avec abondance. Mais si tu l'offenses, si tu romps ta parole, il réclamera sa dette. Comment puis-je réparer cela ? Je ne sais pas si tu peux, mais il y a quelqu'un qui pourrait savoir. Une femme dans les montagnes. Elle s'appelle Remedios. C'est une guérisseuse. Elle connaît les anciennes méthodes. Elle m'a donné des indications vagues vers une cabane dans les montagnes, à 3 heures en camionnette par des chemins de terre. Je suis allé le lendemain. Remedios était une femme indéterminée en âge. Elle pouvait avoir 60 ou 90 ans. Elle vivait seule dans une cabane entourée de jardins d'herbes et d'amulettes suspendues aux arbres. Je lui ai tout raconté. Elle a écouté en silence, ses yeux sombres fixés sur moi. Quand j'ai terminé, elle a hoché la tête lentement. Le gardien du puits est en colère. Il a raison. Tu lui as manqué de respect. Puis-je le réparer ? Peut-être. Mais cela nécessitera un sacrifice. Quel type de sacrifice ? Ce que tu chéris le plus, ce qui te coûtera le plus de donner. J'ai pensé à Daniela, à ma vie précédente dans le village,
à mes projets d'avenir. Et si je ne le fais pas, alors le gardien prendra ce qu'il veut, ta récolte, tes animaux, et finalement, ta vie, ou quelque chose de pire. Qu'est-ce qui est pire que ma vie? Ton âme, ta place dans ce monde. Il y a des choses qui sont pires que la mort, garçon. Il m'a donné des instructions spécifiques. Un rituel que je devais faire à la prochaine nouvelle lune. Cela nécessitait des préparatifs spécifiques, des mots spécifiques, et une offrande finale. Quand le moment viendra, a-t-il dit, tu sauras quoi offrir. Le gardien te le montrera. Je suis retourné à la ferme avec un poids sur la poitrine. Les jours jusqu'à la nouvelle lune furent les plus longs de ma vie. Les visites nocturnes ont empiré. Je n'entendais plus seulement le traînement. Maintenant, je le voyais. Des éclats de quelque chose se déplaçant dans l'ombre. Quelque chose qui ne se montrait jamais complètement, mais qui était toujours présent. Et les rêves. Chaque nuit, je rêvais du puits, de descendre dans son obscurité, d'atteindre le fond et de trouver quelque chose qui m'attendait. Quelque chose qui avait été là pendant des millénaires, patiente, affamée. La nuit de la nouvelle lune est arrivée. J'ai suivi les instructions de Remedios à la lettre. J'ai préparé le cercle autour du puits. J'ai allumé les bougies aux positions correctes. J'ai brûlé les herbes qu'elle m'avait données. Et j'ai attendu. À minuit, quelque chose a commencé à bouger dans le puits. L'eau, qui avait toujours été calme et sombre, a commencé à s'agiter. Des bulles remontant. Un bruit comme celui de quelque chose de grand se déplaçant dans les profondeurs. Puis, lentement, quelque chose a commencé à émerger. Je me suis rappelé la troisième règle. Si quelque chose sort du puits, ne le regarde pas dans les yeux. J'ai gardé les yeux baissés pendant que la chose montait. Je pouvais voir son ombre projetée par les bougies. Elle était grande, trop grande pour tenir dans le puits. Elle défiait les dimensions physiques. Pourquoi m'as-tu convoqué? La voix ne venait d'aucune direction spécifique. Elle était profonde, résonnante, comme si la terre elle-même parlait, pour demander pardon, pour réparer ce que j'ai brisé. Tu as rompu un pacte de génération. Comment comptes-tu réparer cela? Avec ce que j'apprécie le plus. Montre-moi. Et à ce moment-là, je savais ce que j'avais à offrir. Ce n'était pas Daniela, bien que je l'aimais. Ce n'était pas ma vie, bien que je l'appréciais. C'était quelque chose de plus profond. C'était mon avenir, mon choix, ma liberté. Je devais m'engager, pas seulement à suivre les règles, mais à rester, à ne jamais partir, à être le gardien de cet endroit comme l'avait été mon grand-père, et son grand-père avant lui, à changer ma vie en ville, mes rêves de quelque chose de plus, pour cette terre et cet accord. Je reste, dis-je à haute voix, je renonce à tout autre avenir, cette ferme est ma vie, jusqu'à ce que je meure et passe la responsabilité à celui qui viendra après. Le silence qui suivit fut absolu. Puis je ressentis quelque chose, un poids, comme si quelque chose d'immatériel s'était posé sur mes épaules, un joug invisible mais réel. Le pacte se renouvelle, dit la voix. Ton sacrifice est accepté. Quand je levai les yeux, la chose n'était plus là. Le puits était de nouveau immobile. Mais je savais que quelque chose avait changé en moi, de façon permanente. Le lendemain matin, la ferme était de retour à la normale. Les plantes ont revécu. Les animaux ont retrouvé leur santé. La terre est redevenue fertile. Daniela est venue me rendre visite une semaine plus tard. J'ai réfléchi, dit-elle, à nous, à l'avenir. Je pense que tu devrais vendre cette ferme et déménager au village avec moi. Nous pourrions commencer une vie ensemble, loin d'ici. Je la regardais avec tristesse. Je ne peux pas. Pourquoi pas? Parce que c'est mon endroit. C'est ici que je dois être. C'est ridicule, Rodrigo. Tu n'es pas lié à... Si je le suis. Plus que tu ne peux comprendre. Elle est partie en colère. Elle n'est pas revenue. C'était il y a 5 ans. Je vis encore à la ferme. Seul. Je suis les règles religieusement. Chaque premier jour du mois. Sans faute. Je ne jette jamais rien dans le puits. Et je ne regarde jamais dans les yeux ce que je vois parfois bouger dans les ombres. La terre me donne ce dont j'ai besoin. Plus que ça. Je prospère de façon que d'autres fermes ne peuvent pas. Les gens du village viennent acheter mes produits parce qu'ils sont les meilleurs de la région. Et je leur vends, je leur souris, je fais la conversation. Mais au fond, je sais la vérité. Je suis un prisonnier. Pas de barreaux ni de chaînes, mais d'un pacte plus ancien que la mémoire. Un accord que mon arrière-arrière-grand-père a fait et qui est maintenant le mien. Et un jour, quand je serai vieux et que je mourrai, je devrais le transmettre à quelqu'un d'autre. À un fils que je n'ai pas.
à un parent qui n'existe pas, ou peut-être que le gardien lui-même choisira. Je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que le puits attend. Il attend toujours, patient, éternel, affamé, et je nourris sa faim, un mois à la fois, un sacrifice à la fois, pour toujours. Ainsi se termine l'histoire que Rodrigo m'a confiée. Il vit toujours dans cette ferme, seul, respectant le pacte qu'il ne peut rompre. Parfois, il m'écrit, toujours depuis le même endroit, ne voyageant jamais au-delà des limites de sa propriété. Si jamais tu as fait une promesse que tu ne peux pas défaire, ou si tu connais des endroits où la terre exige plus que du travail, partage-le dans les commentaires. On se retrouve dans la prochaine histoire, et repose-toi bien. Il y a quelques jours, j'ai reçu un message d'un auditeur qui se fait appeler Daniel, du Guatemala. Il m'a écrit que ce qu'il va raconter lui est arrivé quand il avait 47 ans, pendant une semaine qu'il a passé seul dans une cabane dans les montagnes. Il m'a dit qu'il n'a jamais cru en rien de surnaturel jusqu'à cette semaine-là, et qu'il ne peut plus dire la même chose maintenant. Si tu as quelque chose de similaire à partager, tu sais où le laisser. Voici ce que Daniel a vécu la nuit où quelque chose a frappé à sa porte. Je suis médecin urgentiste. 12 ans de travail aux urgences t'apprennent à distinguer ce qui est important de ce qui ne l'est pas, à prendre des décisions rapides avec des informations incomplètes, et surtout à ne pas céder à la panique lorsque tout semble indiquer que la panique serait la réponse raisonnable. Ce que j'ai appris au travail m'a sauvé de nombreuses fois dans la vie quotidienne. Mais il y a des choses pour lesquelles cette formation ne sert à rien. Tout a commencé parce que j'avais besoin de me reposer. 12 ans aux urgences laissent une fatigue qui ne se guérit pas avec un long week-end. C'est une fatigue qui s'accumule en couches, comme un sédiment, jusqu'à ce qu'un jour tu te regardes dans le miroir et que tu vois quelqu'un qui fonctionne correctement mais qui fonctionne depuis longtemps sans vraiment être là. Mon patron m'a suggéré de prendre une semaine. Mon corps me demandait la même chose depuis des mois. Un collègue m'a prêté sa cabane dans les montagnes du Guatemala. Une petite construction, confortable, à presque 2000 mètres d'altitude, entourée de pins et sans voisins proches. Pas de signal de portable, avec du Wi-Fi uniquement par satellite qui fonctionnait de manière intermittente. L'idée était celle-ci, se déconnecter complètement. Je suis arrivé un dimanche après-midi. La cabane était exactement ce dont j'avais besoin. Une petite salle avec une cheminée, une cuisine fonctionnelle, une chambre avec un lit qui avait un matelas épais et des couvertures en laine. Dehors, la forêt de pins qui sent la résine et la terre froide, et le silence que les montagnes ont quand on arrive de la ville et qu'on n'a pas encore appris à l'écouter comme un silence et qu'on l'écoute comme une absence. Je me suis installé, j'ai allumé la cheminée, j'ai réchauffé un bouillon que j'avais apporté dans un thermos et je me suis endormi avant 9 heures du soir. Les 2 premiers jours ont été de sommeil et de tranquillité. Je me levais tard, je me promenais autour de la cabane, je lisais, je mangeais sans hâte, je me couchais tôt. Le corps a progressivement relâché cette tension accumulée, comme quand on desserre un nœud qui a été très serré et que les doigts réalisent qu'ils exerçaient une force sans s'en rendre compte. C'est au 3e jour que j'ai remarqué l'enfant. Je marchais sur le sentier qui entourait la cabane, à environ 200 mètres du bâtiment, quand je l'ai vu entre les arbres. C'était une petite silhouette, de la taille d'un enfant d'environ 8 ou 10 ans, debout entre 2 pins à environ 30 mètres de là où j'étais. Il portait des vêtements sombres qui ne correspondaient pas au climat, sans manteau malgré le froid, et me regardait. Je me suis arrêté. Je lui ai fait un signe de la main. La silhouette n'a pas répondu. Elle est restée immobile, me regardant. Je marchais quelques pas dans sa direction. Quand j'arrivais au point où il avait été, il n'y avait personne. Juste les pins et le sol couverts d'aiguilles et le silence de la forêt. Je cherchais du regard dans toutes les directions. Il n'y avait aucun enfant. Il n'y avait aucune silhouette. Je retournais à la cabane sans bien comprendre ce que j'avais vu. L'œil trompe dans la forêt. Les ombres créent des formes. Le contraste entre la lumière qui filtre à travers les arbres et les zones d'ombre produit des illusions que le cerveau interprète comme des présences. J'avais une explication et je me l'appliquais. Cette nuit-là, alors que je lisais près de la cheminée, j'entendis des coups à la porte. Ce ne furent pas des coups d'urgence ni de quelqu'un qui a besoin d'aide. Ce furent 3 coups lents et espacés, avec la cadence délibérée de quelqu'un qui sait que tu vas les entendre et qui n'est pas pressé. Toc, pause, toc, pause, toc. Je restai immobile un moment, écoutant. Il n'y eut plus de coups.
Je me levai, pris la lampe de poche et ouvris la porte. Le porche de la cabane était vide, la forêt sombre au-delà de la lumière qui sortait par la porte ouverte. Le froid de la nuit entra d'un coup avec cette odeur de pin et d'humidité que possède la forêt de montagne après que le soleil se couche. Il n'y avait personne. Je vérifiai le périmètre de la cabane avec la lampe de poche. Rien. Je fermai la porte et retournai à la chaise près de la cheminée. Je ne dormis pas bien cette nuit-là. Le lendemain, je descendis au village le plus proche, qui se trouvait à 40 minutes de marche, pour acheter quelques affaires dont j'avais besoin. Le village était petit, avec un magasin qui servait aussi de quincaillerie et de point d'information informel sur tout ce qui se passait dans la région. L'homme qui tenait le magasin s'appelait Don Aurelio. Il était âgé, avec cette constitution des gens qui ont passé toute leur vie en altitude, et il avait le calme de ceux qui n'ont pas besoin de remplir les silences avec des mots. Alors que je payais ce que j'avais acheté, je lui ai mentionné presque en passant que j'avais vu un enfant dans la forêt près de la cabane. Don Aurelio a cessé de compter la monnaie. Il m'a regardé. « Comment était l'enfant » a-t-il demandé. Je lui ai décrit ce que j'avais vu. La taille, les vêtements sombres, la façon dont il était resté immobile à me regarder. Don Aurelio a fini de compter la monnaie et l'a mise sur le comptoir. « Et il a frappé à votre porte » a-t-il dit. Je suis resté immobile. « Comment le savez-vous » ? « Parce qu'il frappe toujours » a dit Don Aurelio. « C'est ce qu'il fait. » « Qui est-ce » Don Aurelio s'est appuyé sur le comptoir, les bras croisés, et m'a regardé avec la patience de quelqu'un qui a déjà eu cette conversation et sait que la personne en face ne va pas tout comprendre mais mérite de savoir. Dans cet endroit, on l'appelle l'enfant de la forêt, dit-il. Il est ici depuis plus longtemps que quiconque parmi nous. Les anciens, quand j'étais jeune, le connaissaient déjà, et ses parents aussi. Personne ne sait exactement ce que c'est. Certains disent que c'est l'esprit d'un enfant qui est mort dans la forêt il y a longtemps. D'autres disent qu'il n'a jamais été un enfant, qu'il a juste cette forme, parce que c'est celle qui fonctionne le mieux pour se rapprocher. Se rapprocher, pourquoi ? Don Aurelio me regarda droit dans les yeux. Pour entrer, dit-il. Entrer dans la cabane ? Où que vous soyez, dit-il. La cabane, la maison, peu importe. Mais d'abord, il appelle toujours. Et si on ouvre la porte ? Don Aurelio décroisa les bras. Personne n'a pu m'expliquer correctement ce qui s'est passé après avoir ouvert complètement la porte, dit-il. Il y a 2 ou 3 personnes dans le village qui disent l'avoir fait, et aucune ne parle beaucoup à ce sujet. Ce que je remarque, c'est que depuis qu'elles l'ont fait, ce sont des personnes différentes de ce qu'elles étaient avant. Différentes comment ? Plus calmes, dit-il. Comme si quelque chose en elles était parti et n'était jamais revenu. Je suis retourné à la cabane avec cette conversation dans la tête, et avec une gêne que j'ai essayé d'analyser avec l'objectivité du médecin que je suis. Ce que Don Aurelio décrivait était du folklore local, le genre d'histoire que les petits villages construisent autour d'expériences qui ne peuvent pas être expliquées autrement. L'enfant que j'avais vu dans la forêt pouvait être n'importe quoi, les ombres entre les arbres, la fatigue, l'esprit qui est sous pression depuis des mois et qui, au repos, commence à traiter tout ce qui s'est accumulé de manière qui semblent externes mais qui sont internes. Je me suis raisonnablement bien convaincu. Jusqu'à cette nuit-là, les coups sont arrivés à 11h40. 3 coups. La même cadence que la nuit précédente. Toc. Pause. Toc. Pause. Toc. Cette fois, je ne me suis pas levé immédiatement. Je suis resté assis sur le lit, dans l'obscurité, écoutant. Il y a eu un silence. Et puis une voix. C'était la voix d'un enfant, aiguë, claire, complètement inappropriée pour l'heure et pour l'endroit. Il venait de l'autre côté de la porte, depuis le porche. « Monsieur », dit la voix. « Monsieur, j'ai froid. » Je restais absolument immobile. La voix avait quelque chose qui ne correspondait pas à ce qu'elle disait. Les mots étaient simples. La demande était celle de n'importe quel enfant perdu dans le froid. Mais le ton était plat, sans l'urgence qu'aurait un enfant qui a vraiment froid et peur dans la forêt la nuit. C'était le ton de quelqu'un qui récite une phrase apprise, qui sait quelles sont les bonnes paroles, mais ne sait pas exactement ce qu'il ressent. « Monsieur », répéta la voix, « laissez-moi entrer. » Je ne répondis pas. Le silence qui suivit fut long. Puis, j'entendis des pas sur le porche, lents, contournant la cabane en suivant le mur extérieur. Je restais à l'écoute du son. Le porche avant, le mur latéral droit, le mur arrière, le mur latéral gauche, le porche avant à nouveau. Il s'arrêta devant la porte encore une fois. « Monsieur », dit la voix, « je sais que vous êtes éveillé. » Il avait raison, évidemment. Mais le fait qu'il le dise, qu'il choisisse de le dire,
m'a produit un froid qui n'avait rien à voir avec la température. Je me suis levé du lit avec précaution, sans allumer aucune lumière. J'ai marché jusqu'à la fenêtre latérale, celle qui donnait sur le côté de la cabane, et j'ai à peine tiré le rideau. Dehors, dans l'obscurité éclairée seulement par la lune, il y avait une silhouette debout contre le mur. C'était la silhouette d'un enfant. Il faisait face au mur, les paumes posées sur le bois et la tête tournée dans ma direction. Il me regardait bien que je n'ai à peine bougé le rideau. Je me suis éloigné de la fenêtre. Je me suis assis au centre du lit, la lampe de poche allumée, et j'ai pensé à ce que m'avait dit Don Aurelio, aux personnes qui avaient ouvert la porte, à ce qu'elles étaient maintenant. La voix ne revint pas cette nuit-là, les pas non plus. Mais à 3 heures du matin, quand j'avais déjà décidé que je n'allais plus dormir et que j'étais assis près de la cheminée avec le feu au maximum, j'ai entendu quelque chose de différent. Pas de coups, pas de voix, juste une respiration. Elle venait de sous la porte. Le genre de son qu'une personne fait en étant allongée sur le sol, le visage contre le seuil. Une respiration lente et régulière, trop régulière, sans les variations que prend la respiration de quelque chose de vivant. Je suis resté à regarder la fente sous la porte. Sous cette fente, très faible, il y avait une ombre qui se déplaçait légèrement, comme si quelque chose était là, de l'autre côté, à quelques centimètres du bois. Je ne bougeais pas. La respiration continua pendant ce que j'estimais être 20 minutes, bien que cela ait pu être plus. Puis, elle s'arrêta. L'ombre sous la fente disparut. La forêt resta dans un silence complet. À l'aube, avant que le jour ne se lève complètement, j'ai rangé mes affaires, fermé la cabane et pris le chemin du village. Je ne suis pas resté pour le petit déjeuner. Je n'ai pas fait l'inventaire de ce qu'il restait pour le laisser en ordre comme j'avais promis de le faire à mon collègue. Je suis simplement parti. Je suis passé par la boutique de Don Aurelio. Il m'a vu entrer avec mon sac à dos et mon visage fatigué, et n'a rien dit tout de suite. Il m'a servi un café sans que je le demande. « Combien de nuits » a-t-il demandé. « 2, ai-je dit. Il a hoché la tête. A-t-il ouvert la porte? Non. Quelque chose dans son expression s'est légèrement détendu. Bien, a-t-il dit. Quand il n'ouvre pas la porte, il perd de l'intérêt après un certain temps. Il cherche quelqu'un qui le fasse. Et y a-t-il toujours quelqu'un qui le fait? Don Aurelio m'a regardé par-dessus sa tasse de café. Toujours, a-t-il dit. Il y a des gens qui ont de la curiosité. Des gens qui ne croient pas. Des gens qui pensent qu'ils peuvent le gérer. Il y a toujours quelqu'un. J'ai pris le café, je l'ai remercié, et j'ai continué vers la ville. Je suis rentré chez moi le même jour. Je me suis douché, j'ai mangé quelque chose, et j'ai dormi 12 heures d'affilée. Cette nuit-là, je n'ai rêvé de rien. Mais à 11h40, exactement, je me suis réveillé. Pas à cause d'un bruit. Pas parce que quelqu'un frappait à ma porte. Je me suis réveillé seul, dans le silence de mon appartement en ville, le cœur battant sans raison apparente. Je suis resté immobile à écouter. Mon appartement était silencieux. La rue dehors avait le bruit normal de la ville la nuit. Il n'y avait rien. J'ai fermé les yeux. Et à la limite du sommeil, très doucement, presque inaudible, j'ai entendu 3 coups. Coup, pause, coup, pause, coup, venant de nulle part et de partout en même temps. Je n'ai ouvert aucune porte. Mais depuis cette nuit-là, chaque fois qu'il est 11h40, je me réveille. Et je reste immobile dans l'obscurité, jusqu'à ce que ça passe. Je ne sais pas combien de temps ça va continuer à passer, c'est tout ce que je peux dire. Et là s'arrête le témoignage de Daniel. Il m'a écrit à la fin qu'il continue à dormir avec la lumière du couloir allumée, quelque chose qu'il ne faisait pas depuis son enfance. Je ne le juge pas du tout. Si jamais tu as entendu quelque chose dans la nuit que tu n'aurais pas dû entendre, ou si tu as visité un endroit où les avertissements locaux avaient plus de sens qu'il n'y paraissait, raconte-le-moi dans les commentaires. Ça m'intéresse de le lire. Et si cette histoire t'a accompagné ce soir, abonne-toi pour continuer à recevoir plus chaque semaine. Prends soin de toi. On se retrouve dans la prochaine histoire. J'ai une règle personnelle. Quand quelqu'un m'écrit et que la première chose qu'il dit est qu'il a mis des années à en parler à quelqu'un, je lis tout avant de faire quoi que ce soit d'autre. C'est ce qu'Isabelle a fait quand elle m'a écrit il y a un mois. Bibliothécaire, 31 ans, une personne qui passe ses journées entourée de livres et qui a grandi en croyant que les livres sont exactement ce qu'ils semblent être. Papier, encre, mots, ce qu'elle a trouvé dans un lot de dons.
a changé cette conviction de manière qu'elle est encore en train de traiter. Si tu as une expérience similaire avec un objet, avec quelque chose que tu as amené dans ta vie sans savoir ce qu'il portait, j'aimerais le lire dans les commentaires. Mais d'abord, écoute ce qui est arrivé à Isabelle. Je travaille dans une bibliothèque depuis l'âge de 23 ans. J'ai commencé comme auxiliaire, en organisant des retours et en collant des codes-barres sur les dos des livres, et j'ai progressé lentement, avec la patience que vous enseigne un endroit où le temps passe différemment que dans d'autres emplois. Les bibliothèques ont leur propre rythme, lent et constant, et ce rythme me convenait. Je fais partie des personnes qui ont besoin de silence pour penser, et peu de professions offrent autant de silence soutenu que celle-ci. À 31 ans, j'étais responsable des acquisitions et de la catalogage à la bibliothèque municipale Benito Juárez, qui est un nom long pour un endroit moyen. 4 salles, environ 40 000 volumes, une section de journaux historiques que personne ne consultait, mais que le budget ne permettait pas de numériser, et un personnel de 6 personnes, y compris German, le directeur. German était en poste depuis 18 ans. C'était un homme méthodique et peu loquace qui gérait la bibliothèque, avec la même efficacité silencieuse que celle avec laquelle elle fonctionnait, et avec qui j'avais une relation de respect mutuel construite sur des années de travail sans friction. Nous n'étions pas exactement amis, mais nous nous comprenions. Le lot est arrivé en mars, dans ma 2e année en tant que responsable des acquisitions. Les dons font partie intégrante du travail dans n'importe quelle bibliothèque publique. Les gens se débarrassent de leur bibliothèque personnelle lorsqu'ils déménagent, lorsqu'une personne décède, ou simplement lorsqu'ils décident que les livres prennent trop de place, et bien souvent, ils finissent chez nous. La plupart des lots sont des collections de romans populaires de décennies passées, des encyclopédies obsolètes, des manuels techniques de métier qui ne se pratiquent plus. Utile parfois, intéressant rarement, surprenant presque jamais, le lot de Don Severo était différent dès le premier instant. Don Severo Castellanos était un homme de 82 ans, qui vivait seul dans une maison du centre historique, et qui collectionnait des livres depuis des décennies, avec l'obsession tranquille des collectionneurs, qui ne recherchent pas de valeur économique, mais quelque chose de plus personnel et difficile à nommer. Lorsqu'il a appelé pour offrir le don, il a parlé directement avec German, et lui a dit qu'il voulait se débarrasser de sa bibliothèque, car il ne pouvait plus en prendre soin comme elle le méritait, et préférait que les livres soient dans un endroit où quelqu'un s'en occuperait. German m'a envoyé faire le relevé. La maison de Don Severo était exactement ce à quoi on s'attend d'un collectionneur solitaire de 82 ans. Des livres sur toutes les surfaces disponibles, sur des étagères couvrant les murs du sol au plafond, en piles sur le sol, dans des boîtes empilées dans les couloirs. L'odeur était celle du vieux papier et de l'encre, avec une légère humidité contrôlée que j'ai reconnue comme l'odeur des livres bien conservés pendant longtemps. Don Severo m'a accueilli avec une courtoisie formelle, de ce type qui appartient à une autre génération, et m'a conduit à travers les différentes salles en m'expliquant ce qu'il y avait. C'était un homme mince, au mouvement lent mais précis, avec des yeux très clairs qui observaient avec une attention qui m'a semblé, dès le début, légèrement inconfortable. Pas de manière menaçante, juste comme s'il m'examinait plus que d'habitude. J'ai passé la matinée à cataloguer. C'était un lot extraordinaire, des éditions du 19e siècle, quelques incunables du 18e, des traités de botanique, d'histoire naturelle, de philosophie, de théologie. Le type de collection que l'on voit très rarement dans ce métier et qui rend le budget d'acquisition complètement irrélevant, car aucun argent n'aurait suffi à constituer quelque chose de tel. C'est à la fin de la matinée, dans la dernière salle, que j'ai trouvé le livre. Il était seul sur une petite étagère, séparé des autres, sur une tablette qui, contrairement au reste de la maison, n'était pas poussiéreuse, comme si quelqu'un le nettoyait régulièrement. C'était un volume de taille moyenne, relié en cuir sombre sans titre sur le dos, avec des initiales gravées sur la couverture qui ne correspondaient à aucun système de classification que je connaissais. Je l'ai pris, comme j'avais pris des dizaines de livres ce matin-là, et je l'ai ouvert. L'intérieur était en latin, avec quelques sections dans ce qui semblait être une autre langue plus ancienne que je ne reconnaissais pas. Les pages étaient d'un papier différent du reste de la collection, plus dense, plus lourd, de cette couleur ivoire sombre que possèdent les très vieux manuscrits. Les illustrations étaient des gravures à l'encre noire, des figures géométriques entrelacées avec des représentations que j'ai mis du temps à identifier comme des figures humaines dans différentes positions, dont certaines étaient perturbantes une fois que vous les compreniez. Don Severo est entré dans la salle à ce moment-là.
Il me regarda avec le livre en main et quelque chose dans son expression changea. Ce ne fut pas dramatique, juste une légère contraction autour des yeux, quelque chose qui, chez une autre personne, aurait été qualifié d'alarme mais qui, chez lui, était si contrôlé qu'on ne s'en apercevait presque pas. « Ce livre fait-il aussi partie du lot ?» demandai-je. Don Severo mit un moment avant de répondre. « Oui, dit-il. » Et puis il ajouta, d'un ton qui prétendait être décontracté et qui ne l'était pas tout à fait. « Ce livre nécessite un soin particulier, des conditions de température et d'humidité. Il ne peut pas être en circulation générale. Je lui ai dit que nous le mettrions dans la section des fonds réservés, qu'il avait les conditions appropriées pour des matériaux délicats. Il acquiesça. Et puis, quand j'allais fermer le livre pour l'inscrire dans l'inventaire, il mit sa main sur la couverture, avec une fermeté douce qui était en réalité une indication de me stopper. « Ne le transportez pas ouvert, dit-il, ni ici ni en chemin. Gardez-le fermé jusqu'à ce qu'il soit à l'endroit où il doit être rangé. » Je le regardais. « Pourquoi ?» Don Severo me regarda dans les yeux pendant une seconde qui parut plus longue qu'elle ne l'était. « Les illustrations sont délicates, avec la lumière directe, dit-il. L'encre réagit. » C'était une explication technique tout à fait raisonnable pour un livre de cette ancienneté. Je l'acceptais. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il l'avait dit qui ne correspondait pas à l'explication technique. Quelque chose de plus urgent en dessous. Je fermai le livre et l'enveloppai dans le papier d'archives que j'avais pour des matériaux spéciaux. Le lot est arrivé à la bibliothèque le lendemain dans 3 grandes caisses. La première chose que j'ai faite a été de séparer le livre de Don Severo et de l'emmener directement au dépôt des fonds réservés, comme je l'avais promis. Je l'ai placé sur l'un des étagères de matériaux spéciaux, dans une boîte de conservation à pH neutre, et je l'ai enregistré dans le système avec une description provisoire, car le latin à l'intérieur allait nécessiter un travail de catalogage plus soigné que d'habitude. Je l'ai oublié pendant 1 semaine. Il y avait 43 autres caisses du lot à cataloguer, en plus du travail régulier des acquisitions. Et ce livre n'était qu'un des plusieurs qui allait nécessiter une attention spécialisée à un moment futur. C'est German qui en a parlé le premier. Il m'a appelé dans son bureau un après-midi de la 2e semaine après le don. Il avait le livre sur son bureau, ouvert, et il le regardait avec une expression que je décrivais pour moi-même comme un véritable déconcertement. « As-tu vérifié ça ?» demanda-t-il en entrant. « Juste en surface, chez Don Severo. C'est en latin. Il a besoin d'un travail de traduction avant d'être catalogué correctement. Regarde ça. » German me montra une des pages avec des illustrations. Je me suis approché et j'ai regardé. L'illustration qu'il me montrait était une gravure d'une figure centrale, plus grande que les autres, avec des caractéristiques que lors de ma première révision rapide, je n'avais pas remarquées. C'était une figure qui combinait des traits humains avec quelque chose d'autre, des traits que la gravure représentait avec une précision technique extraordinaire et qui étaient perturbants, non pas par leur caractère grotesque, mais par leur trop grand détail, trop spécifique, comme si celui qui les avait dessinés les connaissait de première main. « Sais-tu ce que c'est ?» demanda German. « Un traité de quelque sorte, peut-être théologique ou philosophique. Il y a beaucoup de ceux-là du XVIIIe siècle qui utilisent ce genre d'illustration. » J'ai cherché les initiales de la couverture, dit German. Je n'ai trouvé aucun catalogue qui l'enregistre. Aucune bibliothèque, aucun fichier, rien. Cela peut être un manuscrit unique. Tous les textes de cette époque ne sont pas catalogués. German hocha la tête, mais pas avec la conviction de quelqu'un qui accepte une explication, mais avec celle de quelqu'un qui continue à réfléchir. « Ferme-le et remets-le, dis-je, car je me rappelais soudain les mots de Don Severo. Ne le laisse pas ouvert plus que nécessaire. » German me regarda. « Pourquoi ?» L'encre réagit à la lumière directe. Le conservateur de Don Severo l'a mentionné quand je l'ai catalogué. German ferma le livre. Je le ramenai au dépôt. Cette nuit-là, dans mon appartement, je ne pus pas bien dormir. Ce n'était pas une seule chose qui m'a empêché de dormir. C'était une accumulation. Le souvenir de l'expression de Don Severo, quand il m'a vu avec le livre en main, les instructions de ne pas le laisser ouvert, la figure de la gravure que German m'avait montrée et que je continuais à voir quand je fermais les yeux. Pas avec clarté, juste comme une impression générale, comme quand on regarde quelque chose de brillant et que l'image reste imprimée sur la rétine, même si la source de lumière n'est plus là. Je me suis levé à 3 heures du matin, je me suis fait un thé,
et j'ai cherché sur Internet tout ce qui était lié aux initiales de la couverture du livre. J'ai passé 2 heures à chercher sans résultat. Puis, j'ai cherché des traités démonologiques du XVIIIe siècle avec des caractéristiques similaires à ce dont je me souvenais. J'ai trouvé des références générales, rien de spécifique. À 5 heures du matin, j'ai cessé de chercher et je suis allé prendre une douche pour me préparer pour le travail. Le 3e jour après que Germain l'ait sorti du dépôt, les petites choses ont commencé. La première a été une odeur. Je travaillais dans le dépôt de fonds réservé, en cataloguant d'autres matériaux du lot de Don Severo, quand j'ai remarqué une odeur que je n'ai pas reconnue immédiatement. Quelque chose entre le soufre et quelque chose d'organique, chaud, qui ne correspondait pas à l'odeur habituelle du dépôt. Les dépôts de matériaux spéciaux ont une odeur caractéristique, papier ancien, cuir, le léger antiseptique des produits de conservation. Celle-ci était différente, plus dense, avec une température qui n'était pas celle de l'air mais quelque chose de plus concentré, comme si elle venait d'un point spécifique. Je suivis l'odeur. Elle m'a conduit à l'étagère où se trouvait la boîte avec le livre de Don Severo. Je me suis arrêté devant l'étagère. L'odeur était plus forte là. Pas beaucoup plus forte, juste assez pour être indiscutable. J'ai pris la boîte, l'ai ouverte, vérifié que le livre était fermé. Il l'était. Je l'ai senti directement en approchant mon nez de la couverture en cuir. L'odeur venait du livre. Je l'ai remis dans la boîte, j'ai fermé la boîte, je suis sorti de l'entrepôt et je me suis assis à mon bureau pendant 5 minutes à regarder le mur avant de faire quoi que ce soit d'autre. J'ai cherché le numéro de Don Severo dans le registre des dons et je l'ai appelé cet après-midi. Il a répondu à la 3e sonnerie, avec cette voix d'ancien de courtoisie formelle. Je lui ai dit que j'avais des questions sur le livre. Il y eut un silence qui dura peut-être 4 secondes, ce qui est un long silence dans une conversation téléphonique. « Quel type de questions ?» dit-il. Je lui ai parlé de l'odeur. Je lui ai demandé s'il avait remarqué quelque chose de similaire. Un autre silence. « Le livre est-il dans le dépôt des fonds réservés ?» demanda-t-il. « Oui, comme convenu. » « Est-il fermé ?»« Oui. »« Bien. » Une pause. « L'odeur est normale. Ce n'est pas dangereux tant que le livre est fermé. » « Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre, Don Severo ?» Silence. « C'est un texte du XVIIe siècle, pas du XVIIIe, comme vous l'avez probablement supposé. Plus ancien. » Il fit une pause. Il a été compilé par quelqu'un qui a passé de nombreuses années à étudier certains phénomènes, documentant des choses qu'il avait observées. Une autre pause. Le problème est que certains de ces phénomènes ont été documentés d'une manière qui les maintient actifs à l'intérieur du texte. Je suis resté silencieuse à traiter cela. Actif comment, dis-je finalement. Le texte n'est pas seulement une description, dit Don Severo. C'est aussi une invocation. Celui qui l'a compilé ne faisait pas de distinction entre décrire quelque chose et l'appeler. Pour lui, il n'y avait pas de différence. Une pause plus longue. Les illustrations sont particulièrement puissantes. Elles ne doivent pas être regardées pendant une longue période, surtout celles des pages centrales. Pensez en Germain en regardant le livre ouvert sur son bureau. Combien de temps l'a-t-il laissé ouvert, mon directeur ? Ai-je demandé. Je ne sais pas, dit Don Severo. Pourquoi ? Parce que quand je l'ai vu, il était ouvert, et je le regardais. Un autre silence. Celui-ci avait une qualité différente. Comment va-t-il maintenant ? La question m'a surprise. Bien, je crois, normal. Bien. Don Severo semblait légèrement soulagé. Tant que ce n'était pas longtemps, il ne devrait pas y avoir de conséquences. Il marqua une pause. Mais Isabelle, j'ai besoin que ce livre reste fermé, et j'ai besoin que personne d'autre ne l'ouvre sans préparation adéquate. Quel type de préparation ? Celle que je n'ai pas le temps de lui donner maintenant, et qui de toute façon nécessite des connaissances qui ne s'expliquent pas par téléphone. Je suis restée silencieuse. Pourquoi me l'a-t-il donné ? Ai-je demandé. S'il est si dangereux, pourquoi l'a-t-il envoyé à une bibliothèque publique ? Don Severo mit du temps à répondre. Parce que je suis en train de mourir, dit-il avec le même calme qu'il aurait pu dire qu'il prenait sa retraite. Et ce livre a besoin de soins. Il a besoin d'un endroit où quelqu'un s'en occupe, où les conditions sont adéquates, où il y a des personnes engagées à préserver ce qui est sous leur responsabilité. Pause. Une bibliothèque lui semblait l'endroit le plus sûr. Plus sûr que quoi ? Que dans les mains de quelqu'un qui voudrait l'ouvrir délibérément. Cette nuit-là, je suis allé à la bibliothèque en dehors des horaires, avec les clés que j'avais en tant que responsable des acquisitions, et je suis directement allé au dépôt des fonds réservés.
J'ai pris la boîte du livre et l'ai inspectée de l'extérieur. Elle était fermée comme je l'avais laissée. Je l'ai également enveloppée dans une feuille de polyéthylène de conservation que nous avions dans le dépôt. Je l'ai attachée avec du ruban adhésif et je l'ai étiquetée avec une note interne disant « Matériel fragile ». Ne pas ouvrir sans autorisation de la responsable des acquisitions. C'était une mesure ridiculement insuffisante si ce que Don Severo m'avait décrit était réel. Mais c'était ce que j'avais. Germán, dans les jours suivants, était différent. Pas d'une manière que quelqu'un d'extérieur à notre dynamique habituelle aurait remarqué. Seul moi, qui connaissais son rythme et ses habitudes depuis des années, ai remarqué quelque chose de légèrement désaligné en lui. De petites choses. Il arrivait plus tard que d'habitude. Je l'ai trouvé 2 fois à regarder dans le vide dans son bureau quand je suis passé par la porte. Lors d'une réunion du personnel, il a donné des instructions qui contredisaient quelque chose qu'il avait lui-même établi la semaine précédente sans sembler s'en rendre compte. Ce n'étaient pas des choses graves. Ce n'étaient pas des choses qui pouvaient être signalées directement. Germán était simplement un peu hors de focus. Un mercredi de la 3e semaine, je l'ai trouvé debout devant la porte du dépôt de fonds réservé. Il ne faisait rien. Il était juste debout devant la porte, la main sur la poignée, mais sans la tourner. Je me suis approché. « Tu as besoin de quelque chose du dépôt ?» lui ai-je demandé. Il s'est retourné vers moi avec une expression qui a mis une seconde à se composer en quelque chose de normal. « Non, dit-il. Non, je passais juste par ici. » Il n'y avait aucune raison fonctionnelle pour que Germán passe par le couloir du dépôt. Son bureau était du côté opposé de la bibliothèque. « Ça va ?» lui ai-je demandé. « Parfaitement », a-t-il dit, et il est parti. Cet après-midi, j'ai rappelé Don Severo. Je lui ai raconté ce qui concernait Germán. Don Severo a écouté puis a dit « Combien de temps a-t-il regardé le livre quand il l'a vu ouvert ?» Je ne sais pas exactement. Quand je suis arrivé au bureau, il l'avait déjà devant lui. Les pages centrales ou celles du début? Celles du centre, je crois. Là où il y avait les grandes illustrations. Silence. « J'ai besoin que vous fassiez quelque chose », a dit Don Severo. « Dites-moi. » Il y a un moyen de neutraliser l'exposition. Ce n'est pas compliqué, mais cela nécessite que vous accédiez au livre. Pause. Êtes-vous prête à le faire? Ça dépend de ce que cela implique. Ouvrez le livre à la dernière page. Juste la dernière. Ne regardez pas les illustrations intermédiaires en tournant les pages. Passez-les rapidement, une par une, jusqu'à atteindre la fin. Et lisez à voix haute ce qui est écrit à la dernière page. Peu importe si vous ne comprenez pas le latin, il suffit de le prononcer. Et cela résout le problème de Germán. Cela devrait inverser l'exposition brève. Une pause. Il y a autre chose. Après avoir lu la dernière page, le livre doit être scellé, pas seulement fermé, scellé avec de la cire sur la fermeture, pour qu'il ne puisse pas être ouvert sans briser le sceau. Cire de quel type? N'importe quelle bougie en cire d'abeille. Pas de paraffine. Cire d'abeille pure. J'ai passé le lendemain à chercher une bougie en cire d'abeille pure, ce qui s'est avéré plus compliqué que prévu dans une ville où la plupart des bougies décoratives sont en paraffine ou en mélange. Je l'ai trouvée dans un magasin de produits naturels à 6 pâtés de maison de la bibliothèque, une petite bougie de couleur ambre avec cette odeur douce, spécifique de la véritable cire d'abeille. Cette nuit-là, je suis retourné à la bibliothèque. Je suis allé au dépôt, j'ai sorti la boîte, retiré le polyéthylène, et avec le livre devant moi sur l'étagère de travail, avec la bougie allumée à mes côtés et l'odeur de cire d'abeille se mêlant à celle du dépôt, j'ai respiré profondément et ouvert le livre. J'ai feuilleté rapidement les pages intermédiaires, ne regardant que suffisamment pour trouver le bord de la suivante et ne pas perdre le fil de l'avancement. Ce que je voyais en vision périphérique dans ces illustrations, je ne me suis pas arrêté pour l'examiner. Je ne voulais pas. Il y avait quelque chose en elles, dans la façon dont l'œil les captait du coin, qui générait une inquiétude que je préférais ne pas alimenter par une attention directe. J'ai atteint la dernière page. Elle était différente des autres, sans illustration, seulement du texte en latin serré, avec une calligraphie plus négligée que le reste du livre, comme si elle avait été écrite à la hâte ou avec un état d'esprit différent du reste du document. Je l'ai lu à voix haute. Mon latin est basique, celui de quelqu'un qui a catalogué suffisamment de textes dans cette langue pour reconnaître des structures mais pas pour comprendre couramment. Je l'ai prononcé du mieux que j'ai pu, avec les voyelles ouvertes du latin ecclésiastique que j'avais le plus entendu, et à un moment de la lecture,
J'ai remarqué quelque chose que je ne savais pas comment décrire. Un changement dans la qualité du silence du dépôt. Comme si l'air avait soudain une densité différente. Ou comme si quelque chose qui avait été très proche pendant les dernières semaines se déplaçait à une plus grande distance. J'ai terminé la page. J'ai fermé le livre. J'ai pris la bougie en cire d'abeille et j'ai fait fondre de la cire sur la fermeture de la reliure, couvrant la ligne où la couverture supérieure touchait le corps du livre. La cire ambre scellait cette ligne d'une manière qui rendait impossible de l'ouvrir sans briser le sceau de manière visible. J'ai rangé le livre dans sa boîte, j'ai fermé la boîte et je l'ai remise sur l'étagère. J'ai éteint la bougie. Je suis rentré chez moi. Le lendemain matin, Germain est arrivé à l'heure pour la première fois depuis des semaines. Lors de la réunion du personnel, il était complètement présent, cohérent, son rythme habituel. Il n'a rien dit du livre et je ne lui ai rien dit non plus. J'ai appelé Don Severo pour lui raconter. Il a répondu plus lentement que les autres fois, avec une voix qui semblait plus fatiguée. « Bien », a-t-il dit quand j'ai terminé. « Très bien. Êtes-vous bien ?» lui ai-je demandé. « Je suis comme je suis », a-t-il dit. « Vieux et fatigué. Pause. Le livre est entre de bonnes mains, Isabelle. Je suis content de l'avoir emmené là. Que dois-je faire si le sceau se casse un jour ? Ai-je demandé. Relire la dernière page et le resealer, a dit Don Severo. Toujours la dernière page, toujours en avant, jamais en arrière, et toujours de la cire d'abeille. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir ? Une longue pause. Que ce livre ne va pas partir, a-t-il finalement dit. Il sera dans cette bibliothèque tant que la bibliothèque existera, et chaque responsable des acquisitions qui viendra après vous devra savoir ce que vous savez maintenant. C'était il y a 8 mois. Le livre est dans le dépôt des fonds réservés, dans sa boîte de conservation, avec le seau de cire intact. Germain va bien. La bibliothèque fonctionne normalement, mais il y a des jours, lorsque je passe du temps dans le dépôt à travailler sur d'autres matériaux, où je sens l'odeur. Très légère, presque imperceptible, comme un rappel qu'il est là. Le seau est toujours entier. Je le vérifie 1 fois par semaine, avec la même systématicité que l'on vérifie toute chose qui compte. Don Severo est mort 6 semaines après notre dernière conversation. Je l'ai vu dans la section des nécrologies du journal local. Je n'ai pas assisté aux funérailles car je ne le connaissais pas assez, mais je me suis assis un moment en silence ce jour-là en pensant à un homme de 82 ans qui avait passé des décennies à s'occuper de quelque chose qu'il n'avait pas demandé à prendre en charge, qui avait cherché l'endroit le plus sûr qu'il avait trouvé pour le laisser, et qui était mort sans vraiment savoir s'il avait pris la bonne décision. Je pense que oui, il l'a prise, mais je pense aussi que j'ai encore de nombreuses années devant moi pour vérifier ce sceau 1 fois par semaine, et que je vais avoir besoin de trouver, quand le moment sera venu, quelqu'un en qui j'aurai suffisamment confiance pour lui raconter cela, tout comme Don Severo me l'a raconté. C'est ce qu'Isabelle a voulu partager. Elle m'a dit que l'écrire était en partie une façon de le laisser enregistrer, au cas où un jour quelqu'un aurait besoin de le savoir. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de courageux dans cette décision, raconter une histoire que la plupart des gens choisiraient de garder silencieuse. Ce qui m'a le plus fait réfléchir, c'est cette chaîne de personnes qui prennent soin de quelque chose sans l'avoir choisi, qui reçoivent une responsabilité des mains de quelqu'un qui ne peut plus la porter. Si cette histoire t'a touché, fais-le moi savoir dans les commentaires. Et si tu as quelque chose qui attend d'être raconté, ne le garde pas pour toujours. Ici, il y a un endroit pour ça. Bonne nuit. On se retrouve la prochaine fois. J'ai reçu cette histoire d'un follower nommé Matteo, qui vit dans un petit village des Andes péruviennes. Ce qu'il m'a raconté m'a laissé sans voix, et j'ai dû le relire plusieurs fois pour le comprendre complètement. Si tu as déjà hérité de quelque chose d'un membre de ta famille, qui s'est avéré être plus que ce à quoi tu t'attendais, ou si dans ta famille, il y a des histoires de sorcellerie et de malédiction que personne n'ose raconter à voix haute, fais-le moi savoir dans les commentaires. J'adore connaître ces expériences qui se transmettent de génération en génération. Maintenant, prépare-toi à entendre ce qui est arrivé à Matteo lorsque sa grande-tante est décédée et lui a laissé quelque chose qui changerait sa vie à jamais. Ma arrière-grand-tante Sebastiana était la personne la plus redoutée du village. Ce n'était pas parce qu'elle était cruelle ou violente, mais parce que tout le monde savait ce qu'elle était, une sorcière.
Pas celles qui apparaissent dans les films avec des chapeaux pointus et des balais volants, mais une vraie sorcière. Celles qui guérissent des maladies que les médecins ne peuvent expliquer. Celles qui maudissent ceux qui les offensent. Celles qui parlent avec des choses qui ne devraient pas avoir de voix. Elle vivait seule dans une maison éloignée du centre du village, au pied d'une montagne où personne d'autre ne voulait construire. On disait que la terre là-bas était maudite, qu'elle avait été un lieu de sacrifice à l'époque précolombienne. Mais elle avait choisi cet endroit précisément. La terre a une mémoire, disait-elle, et la mémoire a du pouvoir. Je la visitais chaque mois. Elle était la seule dans la famille à ne pas la craindre. Ou peut-être était-elle la seule assez folle pour ne pas avoir peur d'elle. Elle m'aimait bien. Elle était directe, intelligente, et avait un sens de l'humour noir qui me faisait rire même quand ses blagues portaient sur la mort et la malchance. « Tu as le don, gamin », me disait-elle chaque fois que je la visitais. « Je peux le voir. Elle dort encore, mais elle est là. Quand je mourrai, elle se réveillera. » Je riais toujours de ça. Je ne croyais pas aux sorcelleries. Je pensais que ma tante était simplement une femme excentrique qui connaissait beaucoup de plantes médicinales et que les gens du village étaient superstitieux. Je me trompais complètement. Tante Sébastiana est morte un mardi de novembre. Elle avait 92 ans, mais elle était encore forte jusqu'au dernier jour. Elle n'est pas morte d'une maladie. Elle a simplement décidé que c'était le moment. Elle s'est couchée dans son lit, a fermé les yeux et a cessé de respirer. Comme si éteindre sa vie était aussi simple que d'éteindre une bougie. Je l'ai trouvée. Je suis allé la voir comme chaque mois, et quand je suis arrivé chez elle, la porte était entr'ouverte. Je suis entré en l'appelant. Il n'y a pas eu de réponse. Je l'ai trouvée dans son lit, les mains croisées sur la poitrine, et une expression de paix absolue sur le visage. Sur sa table de nuit, il y avait une enveloppe avec mon nom écrit dans sa calligraphie tremblante. Je l'ai ouvert avec des mains que je ne savais pas trembler jusqu'à ce moment-là. « Matteo », disait la lettre. « Si tu lis ceci, c'est que je suis déjà parti. Ne pleure pas pour moi. J'ai vécu plus longtemps que ce que je méritais de toute façon. Il y a des choses que tu dois savoir. Des choses que je ne t'ai jamais dites parce que tu n'étais pas prêt. Maintenant, tu dois l'être, car il n'y a personne d'autre. Tout ce que je possède t'appartient. La maison, les livres, les instruments. Et le plus important, l'engagement. Notre famille a maintenu un engagement pendant 7 générations. J'ai été la gardienne à mon époque. Maintenant, c'est ton tour. Dans ma chambre, sous les planches du sol près de la fenêtre, tu trouveras une boîte en métal. Elle est scellée avec mon sang. Elle s'ouvrira maintenant avec le tien. Tout ce que tu dois savoir est à l'intérieur. Lis-le entièrement avant de décider quoi faire. Mais je te préviens, une fois que tu ouvriras cette boîte, une fois que tu liras ce qu'il y a dedans, tu ne pourras plus redevenir celui que tu étais. La connaissance change. Le pouvoir corrompt ou élève, selon celui qui le porte. Je fais confiance à ton bon choix. Je t'aimais comme le fils que je n'ai jamais eu. Pardonne-moi de t'avoir laissé ce fardeau. Avec amour, Sébastiana. Je suis resté assis sur la chaise à côté de son lit pendant ce qui a semblé des heures, lisant et relisant cette lettre. Une partie de moi voulait l'ignorer. Appeler les autorités, organiser les funérailles, vendre la maison et tout oublier. Mais la curiosité est une chose puissante. Et les derniers mots de ma grande-tante n'étaient pas quelque chose que je pouvais facilement ignorer. Je suis allé dans sa chambre. C'était simple. Un lit, une armoire, une vieille commode et une fenêtre donnant sur la montagne. J'ai déplacé le petit tapis près de la fenêtre et examiné les planches du sol. L'une d'elles portait de petites marques sur les bords, comme si elle avait été soulevée plusieurs fois. Je l'ai sortie prudemment. En dessous, il y avait un espace vide, et à l'intérieur de cet espace, une boîte en métal de la taille d'une boîte à chaussures. Elle était recouverte de symboles gravés que je ne reconnaissais pas. Certains semblaient quechua, d'autres semblaient beaucoup plus anciens. Je l'ai sortie et l'ai posée sur le lit. Il y avait un petit trou dans la serrure, mais pas pour une clé. C'était plutôt une aiguille, scellée avec mon sang. Elle s'ouvrira avec la tienne. Je suis allé à la cuisine et j'ai trouvé une aiguille dans la boîte à couture de ma tante. J'ai respiré profondément et me suis piqué le doigt index. Une goutte de sang a coulé, rouge et brillante. Je l'ai laissé tomber sur le trou de la serrure. Pendant un moment, rien ne s'est passé. Puis le sang a été absorbé par le métal comme de l'eau dans la terre sèche. Les symboles sur la boîte ont commencé à briller d'une lumière tamisée, rougeâtre. Et j'ai entendu un clic. La boîte était ouverte. Dedans,
Il y avait 3 choses. Un livre épais, avec des couvertures en cuir craquelé, un couteau cérémonial, avec une poignée en os sculptée, et un collier fait de pierres noires polies enfilé sur un cordon en cuir. J'ai pris le livre en premier. Les pages étaient en papier épais, jauni par le temps. La première page portait un titre écrit en ancien espagnol, Registro de la línea de sangre, Guardianes de la Puerta, primera generación hasta la séptima. J'ai tourné les pages. C'était un journal, ou plutôt, plusieurs journaux écrits par différentes mains au fil des décennies, peut-être des siècles. La première entrée était datée de 1743. Moi, Sébastien Huaman, écris ceci pour que ma descendance connaisse la vérité de notre charge. En cette année du Seigneur 1743, alors que je travaillais la terre qui m'a été héritée par mon père, j'ai découvert une entrée, une grotte qui ne devrait pas être là. Je suis entré, poussé par la curiosité. J'ai découvert que la grotte n'était pas naturelle, c'était une construction, ancienne, antérieure aux Incas, même antérieure au peuple que nous connaissons. Au fond de cette grotte, j'ai trouvé une porte, en pierre noire, couverte de symboles qui semblaient en bouger quand je ne les regardais pas directement. Et derrière cette porte, j'ai entendu des voix, des murmures, des promesses. J'ai eu peur. J'ai commencé à sortir. Mais alors, l'un des murmures a dit mon nom. Il m'a appelé. Il m'a offert un marché. Pouvoir, dit la voix. Connaissance, protection pour ma famille. Tout ce que je devais faire, c'était garder la porte fermée, m'assurer qu'elle reste scellée, effectuer un rituel chaque pleine lune pour renforcer le sceau. En échange, ma famille prospérerait. Nous aurions de la longévité, la santé, et le don de voir au-delà du voile entre les mondes. J'ai accepté. Que Dieu me pardonne, j'ai accepté. Et à ce moment-là, la porte a tremblé. J'ai senti quelque chose passer d'elle vers moi. Une connaissance que je n'avais pas eue quelques secondes auparavant. Recettes, rituels, paroles de pouvoir, tout coulant dans mon esprit comme de l'eau. Quand je suis sorti de la grotte ce jour-là, je n'étais plus le même homme. Je continuais à lire, entrée après entrée, génération après génération. Chaque gardien racontait la même histoire avec des variations. Tous découvraient la grotte. Tous entendaient les murmures. Tous acceptaient le pacte. Et tous menaient des vies longues remplies de pouvoir, mais aussi d'isolement. Parce que le pouvoir effrayait les autres. La connaissance les séparait des gens normaux. La dernière entrée était celle de ma tante Sébastiana, datée à peine d'1 semaine avant sa mort. JPT. J'ai été la gardienne pendant 67 ans. J'ai maintenu le sceau fort. J'ai effectué les rituels sans faute. Et j'ai senti, au cours de ces dernières décennies, que ce qui se trouve derrière la porte devient plus inquiet, plus affamé. Les murmures sont plus forts maintenant. Ils m'appellent plus fréquemment. Ils me demandent d'ouvrir la porte. Ils promettent des merveilles si je ne la laisse entrebâiller qu'un peu. Mais je connais la vérité que tous les gardiens précédents ont connue. Ce qui se trouve derrière cette porte ne doit jamais sortir. Matteo sera le prochain. Il est jeune, fort, et il a le don endormi dans son sang. Il s'éveillera quand je mourrai et qu'il acceptera la charge. J'espère seulement qu'il sera plus fort que moi, qu'il pourra maintenir le sceau pendant encore 60 ans ou plus. Car si le sceau échoue, si la porte s'ouvre, je ne sais pas ce qui en sortira. Les anciens gardiens ont écrit des avertissements. Ils ont parlé d'ombres qui marchent, de faim qui ne se rassasie jamais, d'un vide qui consume. Je ne peux pas permettre que cela arrive tant que je suis en vie. Et quand je mourrai, je fais confiance à Matteo pour ne pas le permettre non plus. Que la montagne nous protège tous. Je fermai le livre avec des mains tremblantes. Cela ne pouvait pas être réel. C'était un délire. La fantaisie d'une vieille solitaire qui avait perdu contact avec la réalité. Mais alors je me suis souvenu de la lueur des symboles dans la boîte, la façon dont ils ont absorbé mon sang. Et je me suis souvenu de quelque chose d'autre. Chaque gardien de la ligne avait vécu plus de 90 ans. Tous, à une époque où l'espérance de vie était bien plus courte. Et ma tante Sébastiana n'avait jamais été malade. Jamais, même pas un rhume. Jusqu'au jour où elle a décidé de mourir. J'ai regardé le couteau cérémonial et le collier qui étaient encore dans la boîte. Je ne les ai pas touchés. Pas encore. J'ai organisé les funérailles de ma tante. Peu de gens sont venus. Quelques voisins qui la respectaient pour ses guérisons. Certains qui venaient plus par peur que par respect, s'assurant qu'elle était vraiment morte. Le prêtre du village a refusé de célébrer la cérémonie, alors nous avons eu une simple cérémonie au cimetière.
Pendant toute la cérémonie funéraire, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Une pression à la base de mon crâne, comme si quelque chose essayait d'entrer dans ma tête, et des murmures, si faibles que je n'étais pas sûr qu'ils soient réels ou imaginés. Gardien, nouveau gardien, viens, connais, accepte. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les murmures ont continué, plus forts dans l'obscurité, plus insistants. Au lever du soleil, j'ai pris une décision. Je devais voir. Je devais savoir si tout cela était réel ou si je perdais la raison comme apparemment tout le monde dans ma famille avait perdu la sienne. Je suis retourné chez ma tante. J'ai cherché dans ses notes, dans les marges du livre, toute indication sur l'emplacement de la grotte. J'ai trouvé une carte dessinée à la main, simple mais claire. La grotte était à 2 kilomètres de la maison, en montant la montagne, cachée derrière un groupe de rochers, formant une configuration particulière. J'ai pris le couteau et le collier dans la boîte. Je ne savais pas pourquoi. Instinct, je suppose. Ou peut-être que les murmures me guidaient déjà. La randonnée a été difficile. Le terrain était rocheux et escarpé. Mais après 1 heure, j'ai trouvé la formation rocheuse décrite sur la carte. Et derrière elle, cachée parmi la végétation dense, se trouvait l'entrée. Elle était petite. Je devrais me baisser pour entrer. L'entrée était couverte de vignes qui semblaient avoir poussé là intentionnellement, la cachant de quiconque passerait à proximité. Je les ai écartées et je suis entré. L'air à l'intérieur était froid, bien plus froid que ce qu'il aurait dû être. Mon souffle se condensait en nuages blancs devant mon visage. J'ai sorti mon téléphone et utilisé la lampe de poche pour éclairer le chemin. Le tunnel descendait à un angle constant. Les murs n'étaient pas naturels. Ils étaient couverts de sculptures. Des figures humaines. Des figures qui n'étaient pas humaines. Des scènes de rituels. Et partout, les mêmes symboles que j'avais vus dans la boîte en métal. Je marchais pendant ce qui semblait être des kilomètres, mais qui étaient probablement seulement quelques centaines de mètres. Le tunnel s'est finalement ouvert dans une grande chambre. Et là, au fond de la chambre, se trouvait la porte. C'était exactement comme l'avait décrit le premier gardien, fait de pierres noires qui semblaient absorber la lumière de ma lampe de poche, couvert de symboles qui, lorsque je les regardais directement, étaient immobiles, mais qui dans ma vision périphérique semblaient se tordre et changer. La porte n'avait pas de poignée. Elle n'avait pas de serrure visible. C'était simplement une dalle rectangulaire incrustée dans le mur de roche de la chambre. Mais autour d'elle, gravée dans la roche elle-même, il y avait des symboles de contention, cercles dans des cercles, motifs géométriques complexes, et des taches sombres qui semblaient très anciennes, mais que je reconnaissais pour ce qu'elles étaient, du sang. Les murmures ici étaient assourdissants, pas en volume, mais en clarté. Je pouvais distinguer plusieurs voix, des dizaines peut-être, toutes parlant en même temps. « Gardien, tu es arrivé. Enfin, ouvre, libère, permets. Fin, si longtemps enfermé. Ouvre, pouvoir, nous te donnerons le pouvoir. Connaissance infinie, ouvre seulement. Elle a menti. Sébastiana a menti. Il n'y a pas de danger, seulement la liberté. Ouvre. » Je me suis approché de la porte. J'ai tendu la main sans réfléchir. Mes doigts étaient à quelques centimètres de toucher la surface noire. Et puis j'ai entendu une autre voix. C'était différent, plus clair, plus proche. C'était la voix de ma tante Sébastiana. « No !» Je me suis figé. J'ai tourné la tête en cherchant la source de la voix. Il n'y avait personne d'autre dans la pièce. « Ne le touche pas, Matteo. Pas encore. Pas sans comprendre. » Tante, chuchotait. « Je ne suis pas vraiment ici. C'est un écho. J'ai laissé une partie de mon énergie ici, attachée au symbole de protection, pour pouvoir guider le prochain gardien. À toi. » J'ai abaissé ma main lentement. Qu'est-ce que cet endroit? Qu'y a-t-il derrière la porte? Quelque chose d'ancien, répondit l'écho de ma tante. Quelque chose d'avant le temps. Les peuples qui vivaient ici avant les Incas l'ont trouvé. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont scellé. Parce qu'ils ont compris que s'ils le laissaient libre, il dévorerait tout. Ce n'est pas mauvais dans le sens que nous comprenons la méchanceté. C'est la faim pure. Un vide qui cherche à se remplir en consommant l'existence même. Les murmures devinrent plus frénétiques, essayant d'étouffer la voix de ma tante.
Mensonge, mensonge, nous sommes la connaissance, nous sommes le pouvoir, nous sommes la liberté. Ne les écoute pas, avertit l'écho de Sébastiana. Ils mentiront, ils offriront, ils promettront, mais tout n'est que tromperie. Notre lignée a maintenu cette porte fermée pendant 7 générations parce que nous connaissons la vérité. L'un des premiers gardiens, le 3e je crois, a affaibli le sceau intentionnellement. Il voulait voir ce qui se passerait, il voulait tester le pouvoir promis. Que s'est-il passé, demandai-je, bien qu'une partie de moi ne veuille pas savoir. Une fissure s'est ouverte, juste une fissure de la largeur d'un doigt, et quelque chose en est sorti. Une ombre, petite au début, mais elle a grandi, elle s'est nourrie. Elle a tué 17 personnes dans le village avant que le gardien ne puisse la refermer. Il a mis 3 mois à effectuer le rituel de confinement. Et ces 17 personnes ne sont pas seulement mortes. Elles ont cessé d'exister. Leurs familles les ont oubliées. Il n'y a pas eu de tombe, pas de deuil. Simplement, elles ont cessé d'être. Je sentis mon sang se glacer plus que par le froid de la grotte. Et que dois-je faire? Garder le sceau. Comme je l'ai fait. Comme tous les gardiens l'ont fait. À chaque pleine lune, tu dois venir ici. Tu dois couper ta paume avec le couteau cérémoniel. Tu dois laisser ton sang couler sur les symboles de contention. Et tu dois réciter les mots de pouvoir qui vivent maintenant dans ton esprit. J'avais raison. Je pouvais sentir les mots. Dans une langue que je ne connaissais pas, mais que je pouvais d'une certaine manière lire dans mon esprit comme s'ils avaient toujours été là. Le collier, poursuivit la voix de ma tante, te protège de l'influence directe de ceux qui se trouvent derrière la porte. Porte-le toujours quand tu viens ici. Sans lui, les murmures peuvent te rendre fou. Ils peuvent te faire croire que ouvrir est la bonne chose à faire. J'ai sorti le collier de ma poche et je l'ai mis. Au moment où il a touché ma poitrine, les murmures se sont partiellement tus. Je pouvais encore les entendre, mais ils étaient maintenant lointains, moins convaincants. « Et si je refuse ?» demandai-je. « Et si je pars simplement et ne reviens jamais ?» Le silence qui a suivi était lourd. « Alors le sceau s'affaiblira. Sans le sang d'un gardien pour le renforcer chaque mois, les symboles perdront leur pouvoir. Cela prendrait du temps, peut-être des années. Mais finalement, la porte s'ouvrirait toute seule, et personne ne serait là pour contenir ce qui en sortirait. Pourquoi moi? Pourquoi notre famille? Parce que le premier gardien a accepté. Et avec son acceptation, il a lié sa lignée au pacte. Seul notre sang peut maintenir le sceau. Seul notre sang est reconnu par les anciens symboles. Si tu voulais transférer cette charge à un autre, tu devrais rompre la ligne. Et rompre la ligne signifierait rompre le sceau. C'était un piège parfait. Une prison héréditaire. Désolé Matteo, dit l'écho de ma tante, sa voix s'estompant. Je suis désolé que cela tombe sur toi. Mais il n'y a personne d'autre. Tu es le dernier de notre lignée. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera. Et puis sa voix a complètement disparu. Je suis resté seul dans la chambre. Seulement moi, la porte noire, et les murmures qui promettaient du pouvoir si seulement je l'ouvrais. J'ai regardé le couteau dans ma main. J'ai regardé les symboles de contention autour de la porte. Et j'ai pris ma décision. Je me suis coupé la paume. Pas profondément, mais suffisamment pour que le sang coule. J'ai marché autour de la porte, laissant tomber des gouttes de sang sur chaque symbole de contention en séquence. Pendant que je le faisais, je récitais les mots de pouvoir qui vivaient maintenant dans mon esprit. Des mots qui n'étaient ni en espagnol, ni en quechua, ni dans aucune langue que j'avais entendue. Mais ma bouche les formait parfaitement, comme si je savais comment les prononcer depuis ma naissance. Les symboles ont commencé à briller, d'un rouge intense qui illuminait toute la chambre. La porte a tremblé. Les murmures sont devenus des cris de colère et de frustration. Non, traître, gardien inutile, tu regretteras. Quand tu faibliras enfin, quand tu échoueras enfin, tu seras le premier à être consumé. Mais j'ai continué, j'ai complété le cercle, j'ai terminé les mots, et l'éclat s'intensifia tellement que j'ai dû fermer les yeux. J'ai ressenti une vague d'énergie traverser mon corps, depuis mon sang versé vers les symboles, des symboles vers la porte, renforçant le sceau. Quand j'ai ouvert les yeux, tout était silencieux. Les murmures avaient cessé. Les symboles brillaient doucement d'une lumière rougeâtre qui s'estompa lentement. Et la porte semblait plus solide d'une certaine manière, plus réelle, plus permanente. Le rituel était terminé.
Je suis sorti de la grotte avec les jambes tremblantes. La lumière du jour m'a aveuglé après l'obscurité intérieure. Je me suis assis sur une roche et j'ai enveloppé ma paume saignante avec un mouchoir. À ce moment-là, j'ai ressenti le changement. Le don dont ma tante avait parlé. Soudain, je pouvais voir des choses que je ne voyais pas auparavant. Des auras autour des êtres vivants. Des énergies dans l'air. Et je pouvais sentir la porte. Toujours. Comme une présence constante en marge de ma conscience. Je savais exactement à quel point le sceau était fort. Je pouvais sentir quand il faiblissait. C'était le gardien maintenant. Dans mon sang, dans mon esprit, dans mon destin. 3 ans se sont écoulés depuis lors. À chaque pleine lune, je monte la montagne. J'entre dans la grotte. Je réalise le rituel. Et les murmures sont toujours là, essayant de me tenter, m'offrant, me promettant. Mais je garde le sceau fort. J'ai appris davantage sur le don. Je peux guérir des maladies mineures maintenant. Je peux voir quand quelqu'un ment. Je peux sentir le danger avant qu'il n'arrive. Les mêmes compétences qui rendaient ma tante redoutée et respectée. Mais je porte aussi l'isolement. Les gens peuvent sentir que je suis différent. Ils m'évitent. Ils murmurent quand je passe. Certains viennent me demander de l'aide en secret, mais aucun ne veut être mon ami. Et chaque nuit, avant de dormir, je sens la porte, là-haut dans la montagne. En attente, les murmures arrivent dans mes rêves maintenant, plus subtils, plus patients. Finalement, tu te lasseras. Finalement, tu échoueras. Et quand cela arrivera, nous serons libres. Parfois, je me demande combien de temps je pourrais faire cela. Ma tante l'a fait pendant 67 ans. Son prédécesseur pendant 53. Combien de temps me reste-t-il? 30 ans? 40? 60? Et que se passera-t-il lorsque je mourrai? Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas de frère. Je suis le dernier de la lignée de sang de Sébastien Ouaman, le premier gardien. Quand je partirai, il n'y aura plus personne. Le sceau échouera. La porte s'ouvrira. Et ce qui se trouve derrière sera enfin libre. Parfois, dans mes moments les plus sombres, j'envisage simplement de tout arrêter. Ouvrir la porte moi-même. Affronter ce qui en sortira. Peut-être pourrais-je le détruire. Peut-être pourrais-je mettre fin à ce fardeau pour toujours. Mais alors je me souviens des paroles du troisième gardien. 17 personnes consumées en 3 mois. Et ce n'était qu'une petite fissure, si j'ouvrais complètement la porte. Non, je ne peux pas prendre ce risque. Alors je continue, lune après lune, mois après mois, année après année. Je suis Matteo Ouaman, 7e gardien de la lignée, gardien du sceau, protecteur de la porte qui ne doit pas s'ouvrir. Et c'est mon fardeau jusqu'au jour où je mourrai. Après cela, que Dieu aide tout le monde, car personne d'autre ne pourra. Voici l'histoire que Matteo a partagée avec moi. Il me dit qu'il monte encore chaque pleine lune pour effectuer le rituel, que le sceau reste fort, mais que le poids de savoir qu'il est le dernier de sa lignée le consume lentement. Si dans ta famille, il y a des histoires de charges héritées, de pactes anciens que quelqu'un doit maintenir, ou de secrets qui se transmettent de génération en génération, j'aimerais les connaître. Écris-les dans les commentaires. Parfois, partager le poids facilite sa gestion. Prends soin de toi et rappelle-toi que certains héritages viennent avec des responsabilités que nous n'avons jamais imaginées. On se parle bientôt. Il y a quelques jours, j'ai reçu un message d'une auditrice d'Argentine qui m'a laissé sans voix. Elle m'a demandé de l'appeler Carla, bien que ce ne soit pas son vrai nom. Si jamais vous avez vécu quelque chose qui défie toute logique, je vous invite à le partager dans les commentaires ou à me l'envoyer. On ne sait jamais qui d'autre peut traverser quelque chose de similaire et a besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Ce que Carla a vécu en 2019 a commencé comme un simple service à une voisine âgée et l'a entraînée dans un monde dont elle n'aurait jamais pensé pouvoir s'échapper. Voici son histoire. Je m'appelle Carla. J'ai 28 ans et je vis dans un quartier tranquille en périphérie de Buenos Aires. Je travaille comme graphiste à domicile, ce qui signifie que je passe la plupart de mes journées dans mon appartement, seul avec mon ordinateur et ma chatte Luna. C'est une vie solitaire parfois, mais j'aime le calme, ou du moins, j'aimais avant de rencontrer Madame Esther. Doña Esther a déménagé dans l'appartement d'à côté en mars 2019.
C'était une femme d'environ 70 ans, menue, avec des cheveux blancs toujours relevés en un chignon parfait, et des mains pleines de bagues anciennes qui tintaient lorsqu'elle bougeait. Dès le premier jour, j'ai bien aimé. Elle avait cette chaleur de grand-mère qui te fait sentir aimé même quand tu ne la connais à peine. Nous avons commencé à prendre du mat ensemble les dimanches après-midi. Elle me racontait des histoires de sa jeunesse à Corrientes, de comment elle avait élevé seule 4 enfants après que son mari soit mort dans un accident, des remèdes maison que sa mère lui avait appris pour toutes sortes de maux. Je lui parlais de mes projets de design, de ma chatte, des séries que je regardais. C'était agréable d'avoir de la compagnie. Un dimanche de juillet, j'ai remarqué que Doña Esther était plus silencieuse que d'habitude. Elle regardait son mat sans le boire, avec une expression préoccupée que je ne lui avais jamais vue auparavant. « Tout va bien, Doña Esther ?» ai-je demandé. Elle a mis un moment à répondre. « Carla, ma chérie, crois-tu en des choses étranges ?»« Étranges comment ?»« Des choses que les gens ne peuvent pas expliquer, des choses de l'au-delà. » Je haussais les épaules. Je n'avais jamais été particulièrement superstitieuse, mais je n'étais pas non plus de celles qui nient tout catégoriquement. Je suppose qu'il y a des choses dans le monde que nous ne comprenons pas encore. Donna Esther hocha lentement la tête comme si ma réponse était suffisante. J'ai besoin de te demander une faveur. C'est important, et je sais que cela va te sembler étrange, mais j'ai besoin que tu m'aides avec quelque chose. Bien sûr, dites-moi. J'ai besoin que tu m'accompagnes à un endroit ce soir, à minuit spécifiquement. Quelque chose dans son ton m'a rendue nerveuse. Où ça? Au cimetière de Chacarita. J'ai besoin de récupérer quelque chose. Le cimetière de Chacarita est immense, l'un des plus grands de Buenos Aires. Et l'idée d'y aller à minuit me semblait, au mieux, inquiétante. Doña Esther, pourquoi à minuit? Ne peut-elle pas y aller pendant la journée? Elle secoua la tête. Ça doit être à minuit. C'est la seule heure où je peux le faire. Et je ne peux pas y aller seul. J'ai besoin que quelqu'un m'accompagne. Quelqu'un de jeune. Quelqu'un avec une forte énergie. Elle prit ma main. Ses doigts étaient froids. S'il te plaît, Carla. C'est très important. C'est la dernière fois que je vais te demander quelque chose comme ça. Il y avait quelque chose dans ses yeux. Un désespoir que je ne pouvais ignorer. Contre tout mon bon sens, j'ai accepté. Cette nuit-là, à 11h30, Madame Esther frappa à ma porte. Elle était vêtue de noir de la tête aux pieds et portait un sac en tissu noir également. Je n'ai pas demandé ce qu'il y avait à l'intérieur. Nous avons pris un taxi jusqu'à Chacarita. Le conducteur nous a regardés d'un air étrange lorsque nous avons demandé à être déposés à l'entrée du cimetière à cette heure-là, mais l'argent a convaincu sa curiosité. Il nous a laissés à la porte principale qui était évidemment fermée. « Comment allons-nous entrer ?» ai-je demandé. Madame Esther a pointé vers un côté. « Il y a un trou dans la grille par là-bas. Les gamins l'utilisent parfois. Je l'ai utilisé il y a de nombreuses années. » En effet, à une 50aine de mètres, il y avait une section de la grille où les barres étaient suffisamment espacées pour qu'une personne mince puisse passer. Madame Esther est passée la première avec une agilité surprenante pour son âge. Je l'ai suivie, sentant le métal froid rayer ma veste. À l'intérieur, le cimetière était un labyrinthe de monuments, de tombes et de mausolées qui s'étendaient dans toutes les directions. La lumière de la pleine lune illuminait les statues d'anges et de vierges, créant des ombres allongées qui semblaient bouger quand on ne les regardait pas directement. Le silence était absolu, rompu seulement par le craquement de nos pas sur le chemin de gravier. « Où allons-nous exactement ?» murmurai-je. Je ne sais pas pourquoi je murmurais, mais parler à voix normale dans cet endroit semblait une profanation. Au vieux secteur, à la tombe de ma mère. Nous avons marché pendant ce qui sembla des heures, mais qui n'étaient en probablement que 20 minutes. Doña Esther se déplaçait avec assurance, connaissant chaque tournant, chaque chemin. Elle s'est finalement arrêtée devant une vieille tombe, avec une pierre tombale en marbre gris presque complètement couverte de lichen. Je pouvais à peine lire « Ici repose Marta Galíndez de Rojas, 1920-1995 ». Donna Esther s'est agenouillée devant la tombe et a sorti des choses de son sac. Des bougies noires, un petit couteau avec un manche en os, une bouteille contenant un liquide sombre et quelque chose enveloppé dans un tissu rouge que je n'ai pas pu identifier. Mon estomac se retourna. Ce n'était pas juste une visite sentimentale à la tombe de sa mère. « Doña Esther, que faites-vous » Elle ne répondit pas. Elle commença à allumer les bougies et à les placer en cercle autour de la tombe. Puis elle déballa le tissu rouge. À l'intérieur se trouvait une vieille poupée, faite de chiffon, avec des boutons noirs pour yeux et des cheveux humains cousus sur la tête. Cela me donna des frissons.
J'ai besoin que tu te mettes là, dit-elle, en désignant un point précis derrière la pierre tombale. Et ne bouge pas, peu importe ce que tu vois ou entends, tu comprends? Doña Esther, je ne sais pas si... Carla. Sa voix était ferme maintenant, avec une dureté que je ne lui avais jamais entendue. J'ai besoin de toi ici. Nous sommes déjà là. Tu ne peux pas me laisser maintenant. Elle avait raison. Nous étions déjà à l'intérieur du cimetière, à minuit, entourés de tombes. Partir seul me semblait aussi terrifiant que de rester. Je me suis arrêté là où elle m'a indiqué. Doña Esther a commencé à réciter quelque chose à voix basse. Ce n'était pas de l'espagnol. Ça ressemblait au guarani, peut-être, ou à une langue indigène que je ne reconnaissais pas. Pendant qu'elle récitait, elle versait le liquide sombre de la bouteille sur le poignet. L'odeur qui s'en dégageait était nauséabonde. Du vieux sang, de la terre pourrie, quelque chose de sucré et de malsain. Les bougies ont commencé à clignoter bien qu'il n'y ait pas de vent. La température a chuté brusquement. Je pouvais voir ma respiration former des nuages blancs dans l'air. Je voulais dire quelque chose, bouger, mais je me suis rappelé ces instructions. Ne bouge pas, peu importe ce que tu vois. Et alors je l'ai vu. Derrière Madame Esther, entre deux mausolées, quelque chose bougea. Au début, je pensais que c'était une ombre, mais ensuite cela prit forme. C'était une figure humaine, ou quelque chose qui avait été humain. Grande, décharnée, avec des vêtements qui semblaient d'une autre époque. Je ne pouvais pas voir son visage clairement, mais je sentais qu'elle me regardait. D'autres figures apparurent derrière la première, 5, 10, 20, toutes émergeant des tombes, toutes s'approchant lentement du cercle de bougies. Doña Esther continuait son chant, indifférente aux présences. Elle prit le couteau et se fit une entaille dans la paume de la main. Le sang goûta sur le poignet. Les figures s'arrêtèrent au bord du cercle de bougies, comme si une barrière invisible les empêchait d'avancer. Le chant de Doña Esther devint plus intense. Elle leva le poignet vers le ciel et cria quelque chose dans cette langue étrange. Les bougies s'éteignirent toutes en même temps. L'obscurité fut totale pendant une seconde, qui parut éternelle. Quand mes yeux s'habituèrent à la lumière de la lune, les figures avaient disparu. Doña Esther était debout, rangeant le poignet, maintenant taché de sang et de ce liquide sombre, dans le sac. Elle s'enroula la main avec un mouchoir. « Prêt, dit-elle simplement. Nous pouvons y aller. » Nous marchâmes de retour à l'entrée en silence complet. Je tremblais, bien que je ne sache pas si c'était à cause du froid ou de la peur. Quand nous sortîmes enfin du cimetière et trouvâmes un autre taxi, j'osai parler. Qu'est-ce que c'était tout ça? Doña Esther me regarda avec une expression fatiguée. Un service que je devais à ma mère, un service qu'elle m'a demandé avant de mourir. Ces choses que j'ai vues, ces figures. Les morts sont toujours proches, Carla. C'est juste que la plupart des gens ne peuvent pas les voir. Ce soir, à cet endroit, à cette heure, le voile entre les mondes est plus mince. C'est pourquoi cela devait être à minuit. Et la poupée? Un travail que ma mère a laissé inachevé. Maintenant, c'est terminé. Il n'était pas nécessaire que je pose plus de questions. L'expression sur son visage laissait clairement entendre que je n'obtiendrais pas plus de réponses. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ces figures émerger des tombes. J'entendais ce chant dans une langue étrangère. Je sentais ce mélange nauséabond de sang et de terre. Les jours suivants étaient normaux en surface. Je continuais mon travail. Madame Esther continuait à prendre du mat avec moi le dimanche comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose avait changé en moi. J'ai commencé à remarquer des choses que je ne remarquais pas auparavant. Des ombres qui se déplacèrent dans les coins de mon appartement quand je ne les regardais pas directement. Des murmures à peine audibles quand j'étais seul. La sensation constante d'être observé. Luna, ma chatte, a commencé à se comporter étrangement. Elle restait à regarder des coins vides, hérissait son dos et crachait dans le vide. Certaines nuits, elle refusait catégoriquement d'entrer dans ma chambre. J'ai essayé de me convaincre que c'était mon imagination, que l'expérience au cimetière m'avait rendu paranoïaque. Mais au fond, je savais que quelque chose avait changé. Cette nuit-là à Chacarita avait ouvert quelque chose en moi, une perception qui était auparavant fermée. 2 semaines après l'incident au cimetière, Madame Esther est venue frapper à ma porte à 3 heures du matin. Elle frappait avec insistance. Quand j'ai ouvert, son visage était pâle, ses mains tremblaient. « J'ai besoin de ton aide encore une fois », dit-elle sans préambule. Quelque chose a mal tourné. Que s'est-il passé? La poupée.
Le travail n'a pas été scellé correctement. Quelque chose s'est réveillé et maintenant c'est libre. Je sentais que le sang me gelait. Que signifie quelque chose est lâche? Ça signifie que l'une des choses que j'ai appelées cette nuit-là n'est pas partie. Elle est restée ici, dans ce monde, et elle cherche un corps à habiter. Je pensais aux ombres que j'avais vues, aux chuchotements, au comportement de Luna. Elle est dans mon appartement, n'est-ce pas? Doña Esther hocha la tête. Je suis vraiment désolé, Carla. Je n'aurais pas dû t'impliquer. Mais maintenant, je dois régler ça avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'elle ne te prenne. Me prendre, te posséder, utiliser ton corps comme véhicule dans ce monde. Tu es jeune, tu es forte, tu es exactement ce que je chercherais. La panique m'envahit. Que faisons-nous? Nous devons faire un autre rituel, mais cette fois, cela doit être dans ton appartement, à l'endroit où se trouve l'entité. Et cela doit être maintenant, avant qu'elle ne s'enracine davantage. Nous sommes entrés dans mon appartement. Effectivement, l'ambiance était lourde, chargée. L'air était dense et difficile à respirer. Les ombres dans les coins semblaient plus sombres que d'habitude, comme si elles absorbaient à la lumière au lieu d'être simplement une absence de celle-ci. Doña Esther sortit de sa poche un vieux rosaire et un petit sachet de sel gros. « J'ai besoin que tu m'aides à faire un cercle de sel autour de ton lit. C'est là que c'est le plus fort. Il peut sentir ton énergie quand tu dors, quand tu es vulnérable. » Nous avons travaillé rapidement, versant des lignes de sel qui ont formé un cercle parfait autour de mon lit. Doña Esther a placé des bougies à des points spécifiques et a commencé à prier. Ce n'étaient pas des prières catholiques et traditionnelles. C'étaient des mélanges étranges de latin, guarani et espagnol, des invocations à des saints que je ne reconnaissais pas et des forces que je ne voulais pas connaître. Alors qu'elle priait, quelque chose dans la pièce a changé. L'air est devenu encore plus froid. Les bougies ont commencé à vaciller violemment. Et puis je l'ai vue clairement. Une silhouette sombre, plus définie que les ombres que j'avais vues auparavant. Elle se tenait dans le coin de ma chambre, me regardant avec des yeux qui brillaient d'une lumière propre. Ce n'était pas une ère humaine. Peut-être l'avait-elle été un jour, mais ce n'était plus le cas. C'était quelque chose de tordu, de corrompu, de vorace. Et elle me voulait. La silhouette commença à s'approcher, mais lorsqu'elle tenta de franchir le cercle de sel, elle recula comme si cela l'avait brûlée. Doña Esther leva la voix. Ses prières se transformèrent en cris, des ordres dans cette langue ancienne. La créature se tordait, résistant. « Carla !» cria Doña Esther. « J'ai besoin que tu m'aides. Tu dois lui ordonner de partir. C'est ta maison, ton espace. Tu as le pouvoir ici. Que dois-je dire? Ce qui te vient du cœur. Mais cela doit être ferme. Il ne doit y avoir aucun doute dans ta voix. » Je respirais profondément, rassemblant tout mon courage. « Je ne te veux pas ici, dis-je. » Ma voix tremblait, mais j'essayais de sonner ferme. « C'est ma maison, c'est mon espace. Tu n'as pas le droit d'être ici. Je t'ordonne de partir. » La créature me regarda. Pendant un instant, je ressentis sa faim, son besoin d'exister dans ce monde, son désespoir. J'eus presque de la peine. Presque. « Va-t'en !» criai-je plus fort. « Tu n'appartiens pas à ce monde. Retourne à l'endroit d'où tu viens. » Doña Esther joignit sa voix à la mienne, toutes deux criant des ordres, des prières, des commandements. La créature commença à se brouiller, à perdre sa forme. Elle émit un son que je n'oublierai jamais, un gémissement aigu, douloureux, plein de frustration et de colère. Et puis, comme de la fumée se dissipant, elle disparut. Les bougies se sont stabilisées. L'air est redevenu respirable. Le poids oppressant que j'avais ressenti dans mon appartement pendant des semaines s'est enfin levé. Doña Esther s'est laissée tomber au sol, épuisée. « Il est parti », murmura-t-elle. « Dieu merci, il est parti. » Je me suis assise à côté d'elle, tremblant de soulagement et de fatigue. Pourquoi cela s'est-il produit? Pourquoi ce travail au cimetière a-t-il libéré quelque chose comme ça? Doña Esther mit un moment à répondre. Ma mère était Santera, Carla. Elle travaillait avec les esprits, avec des forces que la plupart des gens ne comprennent pas. Avant de mourir, elle m'a fait promettre que je terminerais un travail qu'elle avait commencé, libérer une femme d'une malédiction. Cette poupée faisait partie du rituel. Mais pour briser une malédiction aussi ancienne, aussi enracinée, il faut payer un prix. Il faut ouvrir des portes, appeler des forces qui peuvent t'aider. Et parfois quand tu ouvres ces portes, des choses non invitées entrent. Tu m'as utilisé, dis-je, sans rancœur mais avec tristesse. Tu savais que quelque chose pouvait arriver et tu m'as emmené quand même.
Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. Oui, je suis vraiment désolé. J'avais besoin d'énergie jeune pour que le rituel fonctionne, et j'avais aussi besoin d'un possible réceptacle, au cas où quelque chose tournerait mal. Je pensais pouvoir le contrôler, que je pourrais te protéger. Mais je me suis trompé. J'aurais dû me fâcher. J'aurais dû lui crier dessus, la mettre à la porte de ma maison. Mais je ressentais juste une profonde fatigue. Au moins, ça a fonctionné, le travail de sa mère. Oui, la femme est enfin libre. Après 30 ans de souffrance, elle est enfin libre. Nous sommes restés assis en silence pendant un long moment. Luna est finalement sortie de l'endroit où elle s'était cachée et s'est blottie sur mes genoux, ronronnant. C'était la première fois en semaine qu'elle s'approchait de moi sans peur. Doña Esther est partie à l'aube. Elle m'a demandé pardon une fois de plus avant de partir. Je lui ai dit que je la comprenais, même si je n'étais pas sûr que ce soit vrai. Elle a tenu une promesse à sa mère mourante. Qui étais-je pour juger le prix qu'elle considérait acceptable de payer? Les jours suivants furent étranges. Mon appartement a de nouveau semblé normal, mais j'avais changé. Cette sensibilité qui s'était éveillée en moi la nuit du cimetière n'a pas disparu. Je voyais encore des ombres occasionnelles. J'entendais des chuchotements. Mais maintenant, je comprenais que toutes n'étaient pas des menaces. Certaines étaient juste des présences. Échos de personnes qui avaient été là avant, mémoires imprégnées dans les murs. J'ai appris à vivre avec ça, à fermer mon esprit quand j'avais besoin de repos, à ouvrir ma perception quand je me sentais assez forte. Doña Esther m'a appris quelques protections de base, comment utiliser du sel, comment prier certaines prières, comment maintenir mon espace propre énergétiquement. Nous continuons à prendre du mat les dimanches pendant quelques mois de plus. Nous n'avons jamais reparlé de cette nuit à Chacarita ou de la créature dans ma chambre. C'était un accord tacite. Ce qui s'est passé, c'est passé. L'important était que nous avions toutes les deux survécu. En décembre de cette année-là, Madame Esther m'a dit qu'elle déménagerait pour vivre avec l'une de ses filles à Cordoba. Elle a dit qu'elle avait déjà rempli tous ses engagements à Buenos Aires, qu'il était temps de se reposer. Le jour où elle est partie, elle m'a offert le chapelet qu'elle avait utilisé pour expulser la créature de ma maison. « Tiens-le près de toi », m'a-t-elle dit. « On ne sait jamais quand tu vas avoir besoin de protection. Maintenant que tu peux voir ce que les autres ne voient pas, tu dois être prudente. Il y a des choses là-dehors qui remarqueront que tu peux les percevoir. Un dernier conseil ?» ai-je demandé, à moitié en plaisantant, à moitié sérieusement. « Oui. Si jamais quelqu'un te demande de les accompagner à un cimetière à minuit, dis non. » Nous avons toutes les deux ri, bien que le rire ait eu une tonalité amère. Maintenant, 2 ans plus tard, je vis toujours dans le même appartement. Luna va bien, plus vieille et un peu plus ronde, mais elle va bien. Mon travail est resté le même. Ma vie en surface est complètement normale. Mais je porte toujours le chapelet de Doña Esther avec moi. Et j'ai appris qu'il existe un monde parallèle au nôtre, rempli de choses que la plupart des gens ne verront jamais ni ne comprendront. Parfois, je me demande qui était cette femme que Doña Esther a libérée de la malédiction. Qui était-elle? Qu'avait-elle fait pour mériter 30 ans de souffrance? Le prix que nous payons pour la libérer en vaut-il la peine? Je n'ai pas de réponse. Ce que je sais, c'est qu'il y a des forces dans ce monde qui vont au-delà de notre compréhension. Des forces que nos grands-mères connaissaient, que les santeras et les guérisseuses ont travaillé pendant des générations. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises par nature. Elles font simplement partie de la réalité, une couche qui existe juste en dessous de ce que nous considérons comme normal. Je sais que je dois vivre avec cette perception maintenant. Je ne peux pas fermer les yeux sur ce que j'ai vu. Je ne peux pas m'empêcher d'entendre les murmures. Tout ce que je peux faire, c'est apprendre, me protéger et respecter les forces que je ne comprends pas. Doña Esther m'appelle de temps en temps depuis Cordoba. Nous parlons de choses mondaines, le temps, sa famille, mes projets de travail. Nous ne mentionnons jamais ce qui s'est passé, mais nous savons toutes les deux. Nous portons toutes les deux les cicatrices de ces nuits, visibles seulement pour ceux qui savent tout regarder. Parfois, dans les petites heures du matin quand je ne peux pas dormir, je regarde les coins de ma chambre et je vois des ombres qui bougent. Elles ne me font plus peur. J'ai appris à distinguer entre le dangereux et l'inoffensif. J'ai appris que les morts ne sont pas toujours en paix, mais qu'ils ne sont pas toujours une menace non plus. Et j'ai appris que parfois, les faveurs les plus innocentes peuvent ouvrir des portes qui n'auraient jamais dû être ouvertes, que la bonté peut avoir un prix inattendu, que les promesses faites aux morts peuvent faire peser des dettes sur les vivants.
C'est mon histoire. Je la partage non pas comme un avertissement, car je sais que si quelqu'un te demande de l'aide, surtout quelqu'un de plus âgé en qui tu as confiance, il est difficile de dire non, mais comme un témoignage, comme preuve qu'il y a plus de choses dans le ciel et la terre que notre philosophie ne peut en rêver. Et si un jour tu vois des ombres se déplacer là où elles ne devraient pas, si tu entends des chuchotements quand tu es seul, ne suppose pas automatiquement que tu es fou. Peut-être, juste peut-être, le voile entre les mondes est devenu un peu plus mince pour toi aussi. Et dans ce cas, j'ai un bon chapelet. Apprends à te protéger. Et souviens-toi que tout ce qui n'est pas visible ne signifie pas que cela n'existe pas. C'est ce que Carla a partagé avec moi. Elle m'a écrit qu'elle vit maintenant en paix avec cette sensibilité qu'elle a développée, bien qu'elle ne cesse jamais de porter le rosaire de Doña Esther. Si tu as également vécu quelque chose après avoir aidé quelqu'un avec un rituel ou une cérémonie étrange, j'aimerais beaucoup le lire dans les commentaires. Ces histoires nous rappellent qu'il y a des limites que nous ne devrions peut-être pas franchir, mais aussi que nous pouvons apprendre à vivre avec les conséquences une fois que nous les avons franchies. Merci d'avoir écouté, et si ces histoires t'accompagnent dans tes nuits, envisage de t'abonner pour plus de témoignages chaque semaine. Prends soin de toi et repose-toi bien.